Pour la fête de naissance de la maîtresse de mon mari, j'ai proposé d'organiser moi-même la table des cadeaux. Juste avant qu'elle n'ouvre les présents, j'ai discrètement glissé une enveloppe pastel supplémentaire dans la pile. C'était le test ADN positif prouvant que le bébé était bien celui de mon mari millionnaire. Sa mère filmait, s'attendant à capturer mon humiliation en tant qu'épouse stérile incapable de garder son homme. Au lieu de cela, elle a filmé sa future belle-fille en train de hurler, l'empire de mon mari s'effondrait, et moi m'éloignant avec bien plus que de la simple dignité. Je m'appelle Tessa Morgan, et si vous aviez demandé à n'importe qui dans cette salle de bal il y a 5 minutes, on vous aurait dit que j'étais la femme la plus pathétique de l'État du Connecticut. Je suis entré dans la salle de bal privée du Oakmont Country Club, mes talons claquant sur le sol en marbre poli avec un rythme qui semblait trompeusement assuré. La pièce sentait le lisse coûteux, le glaçage à la crème au beurre et cette odeur métallique spécifique au vieil argent qui semble flotter dans l'air chaque fois que la famille Pierce se réunit. C'était une belle pièce, objectivement parlant. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les baies vitrées, accrochant les centres de table en cristal qui bordaient les longues tables de banquet. Chaque surface était recouverte de lin lourd de couleur crème. Au centre de la pièce se trouvait une table de dessert entièrement en forme de landau victorien, débordant de macarons et de chocolats artisanaux. Accrochée au-dessus de la cheminée, en lettres d'or qui avaient dû coûter plus cher que ma voiture, se trouvait une bannière indiquant « Pierce ». C'était une célébration de la vie nouvelle. C'était un étalage de richesse obscène et c'était entièrement destiné à la maîtresse de mon mari. L'ironie était assez tranchante pour couper du verre. Je passais mes journées à concevoir des événements pour Maple & Sage, un café modeste et charmant où nous célébrions des fiançailles locales et des 50e anniversaires avec des guirlandes faites à la main et des fleurs sauvages locales. Je savais comment rendre une pièce chaleureuse avec un petit budget. Mais cet événement, je ne l'avais pas planifié. Je n'étais qu'une invitée. Une invitée à une fête payée par mon mari, Landon Pierce, pour célébrer l'enfant qui grandissait dans le ventre d'une femme nommée Sienna Cole. Vivian Pierce, ma belle-mère, tenait déjà court près de l'entrée. Elle portait un tailleur Chanel structuré d'un bleu glacé assorti à ses yeux, et elle dirigeait le personnel de restauration avec les gestes vifs et secs d'une femme qui n'a jamais lavé une assiette de sa vie. Son téléphone était déjà dans sa main, l'objectif de la caméra pointé vers l'extérieur comme une arme. Elle enregistrait tout. Elle voulait des preuves. Dans l'esprit de Vivian, aujourd'hui n'était pas seulement une fête de naissance, c'était une exécution publique de ma dignité, et elle voulait les images pour les archives. Je l'ai regardé balayer la pièce avec sa caméra, capturant les invités, les fleurs, et enfin moi. Elle voulait capturer l'image de l'épouse stérile qui ne pouvait pas garder son homme, la femme qui était si désespérée de s'accrocher au nom de famille Pierce qu'elle assisterait à la fête de naissance de sa remplaçante juste pour rester dans le décor. J'ai ajusté la bandoulière de mon sac à main et je lui ai souri. C'était un petit sourire crispé, de ceux qui n'atteignent pas les yeux, mais c'était suffisant pour la déconcerter une fraction de seconde avant qu'elle ne se tourne à nouveau vers ses amis. Oh, regardez. Elle est si digne, ai-je entendu l'une des amies de Vivian chuchoter. C'était Madame Holloway, une femme qui portait des diamants de la taille de grains de raisin et qui avait la colonne vertébrale morale d'un éclair au chocolat. Digne est un mot pour le dire, a murmuré une autre femme en retour, sirotant son champagne. J'appellerais cela du désespoir. J'aurais divorcé il y a des mois. Mais je suppose que quand on fait un beau mariage, on tolère beaucoup pour garder son train de vie. J'ai continué à marcher. J'ai laissé leurs paroles couler sur moi comme de l'eau sale. Elles pensaient que j'étais là pour mendier des miettes. Elles pensaient que j'étais là parce que j'étais faible. Elles n'avaient aucune idée que la personne la plus dangereuse dans une pièce est toujours celle qui a déjà tout perdu, car elle n'a plus rien à perdre. Je me suis dirigé vers la table des cadeaux. Elle se remplissait déjà de boîtes emballées dans du papier d'argent et d'or, des monuments imposants à l'héritage de la famille Pierce. Il y avait des boîtes de chez Tiffany, des sacs de Neiman Marcus, et des enveloppes dont je savais qu'elles contenaient des chèques avec 4 ou 5 zéros sur la ligne de signature. C'était moi qui avais proposé d'organiser cette table. Quand je l'avais suggéré à Vivian une semaine auparavant, elle m'avait regardé avec pitié. Elle pensait que j'essayais de me rendre utile, de jouer le rôle de la coépouse solidaire. Laisse-moi m'occuper des détails, Vivian, avais-je dit, tu devrais profiter de la fête. Et me voilà en train de m'occuper des détails. J'ai fouillé dans mon sac fourre-tout et j'ai sorti une simple enveloppe jaune pastel. Elle était discrète. On aurait dit qu'elle contenait une carte cadeau ou un mot sentimental. Je l'ai glissée dans un sac cadeau neutre rempli de papier de soie blanc, un sac qui n'avait pas d'étiquette.
Je l'ai placé soigneusement à l'arrière de la pile, disposant les autres cadeaux autour pour que ce soit la toute dernière chose que Sienna ouvrirait. Mon cœur martelait mes côtes, un coup sourd et lent. C'était le point de non-retour. Une fois cette enveloppe dans la pile, la mèche était allumée. J'ai vérifié mon téléphone. Il y avait 2 notifications sur l'écran de verrouillage. Le premier SMS provenait de Carlae, mon avocate. Il était court et professionnel, dépôt effectué à 9 h ce matin. L'horodatage est enregistré. Vous êtes en règle. Le deuxième SMS provenait du laboratoire privé que j'avais engagé il y a 3 semaines sous un pseudonyme, résultat confirmé. 99,9%. J'ai fixé les chiffres 99,9%. J'ai verrouillé mon téléphone et je l'ai glissé dans ma poche. Un calme étrange s'est installé en moi, une clarté froide qui ressemblait presque à une sédation. C'était amusant de voir comment les chiffres fonctionnaient. Il y a 6 mois, les chiffres n'étaient que de l'arithmétique. Maintenant, ils étaient des munitions. 99,9% n'était pas seulement une probabilité. C'était une clé. C'était la combinaison d'un coffre-fort que Vivien Pierce avait construit pour me tenir à l'écart, un coffre-fort que je venais de piéger pour qu'il explose de l'intérieur. À l'autre bout de la pièce, les doubles portes se sont ouvertes et un silence s'est abattu sur la foule. Sienna Cole est entrée. Elle rayonnait, il n'y avait pas d'autre mot. Elle portait une robe blanche moulante qui épousait chaque courbe, plus précisément le ventre rond et haut de sa grossesse. Ses cheveux étaient une cascade de boucles auburn parfaites, et sa peau semblait avoir été polie. Elle ressemblait à la gagnante. Elle ressemblait au futur de la dynastie Pierce. Vivien s'est précipité vers elle, enveloppant Sienna dans une étreinte plus théâtrale qu'affectueuse. La caméra du téléphone de Vivien n'a jamais fléchi. Elle diffusait cela en direct sur ses stories Instagram pour les centaines de mondains et de concurrents qui surveillaient la famille Pierce comme des faucons. « Regardez notre magnifique future maman », a annoncé Vivien, la voix perçante de triomphe. Landon se tenait près du bar, un scotch à la main. Il avait l'air fatigué. Il portait le costume bleu marine coûteux que j'avais choisi pour lui à la fête de l'Action de grâce dernière, celui qui, disait-il, le faisait se sentir puissant. Maintenant, il ressemblait juste à un homme essayant de tenir en équilibre sur une corde raide tout en tenant une torche allumée. Il a croisé mon regard à travers la pièce. Il n'a pas souri, il a juste fait un signe de tête bref. Le genre de reconnaissance qu'un PDG accorde à un concierge. Il pensait que j'étais sous contrôle. Il pensait que j'étais géré. Il pensait qu'en payant ma voiture et en m'achetant un nouveau bracelet, il avait acheté mon silence et ma soumission. Sienna s'est dirigée vers le fauteuil en velours surdimensionné installé devant la table des cadeaux. Elle s'est assise avec un soupir dramatique, posant ses mains sur son ventre. Les invités roucoulaient. Ils l'entouraient, lui proposant des boissons qu'elle ne pouvait pas boire et des compliments qu'elle ne méritait pas. Je me tenais près du mur, les mains jointes devant moi. Je faisais partie du décor. Je ressemblais à un meuble. Alors que Sienna saisissait le premier cadeau, une grande boîte emballée dans du papier d'argent, je me suis autorisé à me souvenir de la femme que j'étais il y a 6 mois. Cette Tessa Morgan-là serait en train de pleurer dans les toilettes en ce moment même. Tessa Morgan aurait supplié Landon de rentrer à la maison, lui demandant ce qu'elle avait fait de mal, se demandant si elle n'était pas assez jolie, assez intelligente ou assez riche pour le garder. Cette Tessa Morgan-là croyait aux vœux, à la loyauté et à la sainteté du mariage. Mais Vivien et Landon avaient tué cette femme. Ils l'avaient écrasée sous le poids de leurs attentes et de leur cruauté. Je me suis souvenu du jour où Vivien m'avait dit avec un sourire aux lèvres que Landon avait besoin d'une femme capable de fournir un héritage, sous-entendant que mon incapacité à concevoir au cours des 2 premières années de mariage était une défaillance morale plutôt qu'un coup de dé biologique. Je me suis souvenu de la façon dont elle avait essayé de m'humilier lors du gala de charité, me présentant comme la petite assistante de Landon, plutôt que comme sa femme. Avant que cette enveloppe ne fasse sur les Sienna, Vivien avait d'abord essayé de m'anéantir en public. Elle m'a appris comment fonctionne la vengeance. Elle m'a appris que dans ce monde, la vérité importe moins que les preuves. Elle m'a appris que si l'on veut gagner, on ne crie pas et on ne se bat pas. On sourit. On organise la fête. On emballe la bombe dans du papier pastel et on attend qu'il tire sur la goupille. J'ai regardé Sienna déchirer le papier du premier cadeau. C'était une couverture en cachemire. Oh, c'est magnifique, a-t-elle glappi en la brandissant devant les caméras. Vivien rayonnait. Landon a pris une gorgée de son scotch.
J'ai pris une profonde inspiration, humant l'odeur des lys et de la destruction imminente. Pour comprendre pourquoi je me tenais dans cette salle de bal de country club avec de la glace dans les veines au lieu de larmes dans les yeux, il faut comprendre comment la famille Pierce brise une personne. Ils ne le font pas d'un coup. Ils ne vous cassent pas les os et ne vous hurlent pas au visage. Ils vous érodent. Ils sont comme l'eau qui goutte sur une pierre, vous usant goutte après goutte, jour après jour, jusqu'à ce que vous vous regardiez dans le miroir et réalisiez que la personne que vous étiez a été complètement emportée. Cela a commencé il y a 5 ans. J'avais 24 ans et j'étais invisible. Je travaillais comme assistante florale principale pour un gala de charité au centre de convention du centre-ville. C'était un événement en cravate noire pour récolter des fonds pour un musée d'art que je n'avais pas les moyens de visiter. Mes mains étaient tachées de vert par la chlorophylle, et j'avais une trace de terre sur la joue que je n'ai remarqué que bien plus tard. J'essayais de réparer une composition d'hortensia qui s'effondrait sur la table 4 quand un homme en smoking s'est arrêté à côté de moi. Il m'a tendu une serviette. « Vous avez un peu de peinture de guerre sur la joue ?» a-t-il dit. C'était Landon. Il était charmant d'une manière qui semblait dangereuse, comme de se tenir trop près d'un précipice. Il m'a dit qu'il travaillait pour une entreprise appelée Pierce Meridian Holdings, mais il l'a dit avec un haussement d'épaule, comme s'il s'agissait d'une petite boutique qu'il gérait depuis son garage. Il prétendait s'être fait tout seul, qu'il comprenait la valeur du travail acharné parce que son père avait été dur avec lui. Il a regardé mes mains calleuses et m'a dit qu'elles étaient belles parce qu'elles créaient des choses. Pour une fille qui faisait des doubles services chez Maple & Sage, un café de quartier et espace événementiel, entendre un homme dans un costume à $3000 me dire que mon travail était noble agissait comme une drogue. Je suis tombée amoureuse de lui en 3 mois. Ce fut un tourbillon, le genre de romance qui vous fait ignorer les signaux d'alarme parce que la destination semblait si jolie. Mais alors que je tombais amoureuse de Landon, je m'écrasais de plein fouet contre le mur de béton qu'était Vivien Pierce. La première fois que je l'ai rencontré, c'était lors d'un brunch dans leur propriété de Greenwich. Je portais ma plus belle robe, un imprimé floral que j'avais acheté en solde chez Macy's. Je pensais être élégante. Vivien m'a jeté un regard, m'a scanné de mes chaussures à la racine de mes cheveux, et s'est tournée vers son fils. « Est-ce l'aide pour le service de traiteur, Landon ?» a-t-elle demandé. Sa voix était légère, aérienne et mortelle. Quand Landon l'a corrigée, expliquant que j'étais sa petite amie, elle ne s'est pas excusée. Elle a simplement pris une gorgée de son mimosa et a dit « Oh, je vois que tu fais des expériences. » C'est très bien, chérie. Tout le monde a sa phase de rébellion. Mais ne laisse pas cela s'éterniser. Elle se référait ouvertement à moi comme faisant partie du personnel de service dès que j'étais hors de portée de voix, ou du moins dès qu'elle pensait que je l'étais. Je me souviens l'avoir entendu dire à une voisine que Landon sortait avec quelqu'un en dessous de son rang, comme s'il était un athlète de première division et que je jouais en championnat de district. Elle traitait mon travail chez Maple & Sage non pas comme une carrière, mais comme une habitude désuète et légèrement embarrassante, comme de se ronger les ongles. Quand Landon m'a demandé en mariage 6 mois plus tard, Vivien ne nous a pas félicités. Elle a demandé si j'étais enceinte. Quand nous avons dit non, elle a demandé si Landon avait subi un traumatisme crânien. Notre mariage fut le premier véritable champ de bataille. Je voulais quelque chose de petit, d'intime, peut-être dans un jardin avec des guirlandes lumineuses et de la musique acoustique. Vivien voulait un couronnement. Elle a détourné la planification en quelques semaines, insistant sur le fait que le nom Pierce exigeait un certain standard de présentation. Nous avons fait un compromis, ce qui, dans le dictionnaire de la famille Pierce, signifie que Vivien a obtenu exactement ce qu'elle voulait et que j'ai été autorisé à choisir le parfum du gâteau. Mais la véritable humiliation fut la liste des invités. Vivien a examiné ma liste de convives, ma famille, mes amis du café, mes cousins de l'Ohio et a froncé le nez comme si elle sentait quelque chose de pourri. C'est tout simplement trop populaire, Tessa, a-t-elle dit, barrant des noms avec un stylo rouge. Nous ne pouvons pas avoir une salle pleine de gens qui ont l'air de sortir de leur service. Cela gâche l'esthétique. Je me suis battu contre cela. J'ai pleuré. J'ai supplié Landon d'intervenir. Il m'a tenu, a embrassé mon front et m'a dit que sa mère était simplement pointilleuse, qu'elle voulait que tout soit parfait pour nous. Il m'a fait sentir que c'était moi qui n'étais pas raisonnable en voulant que ma tante et mon oncle soient traités avec dignité. Finalement, ma famille a été invitée, mais Vivien a organisé le plan de table avec une précision militaire. Mes parents, mes frères et sœurs et mes amis étaient tous installés aux tables 19 et 20. Ces tables étaient situées tout au fond de la salle de réception,
juste à côté des portes battantes de la cuisine. Chaque fois qu'un serveur sortait avec un plateau de viande, la porte s'ouvrait en grand et frappait le dossier de la chaise de mon père. J'étais assise à la table d'honneur à côté de mon nouvel époux, regardant ma mère essayer de dîner pendant que les serveurs la frôlaient. Vivien était assise en face de moi, levant son verre de champagne dans un toast silencieux. Elle avait ségrégué ma vie de la sienne au sein de la même pièce. Pendant la première année de notre mariage, je me suis dit que cela s'améliorerait. Je me suis dit qu'une fois que j'aurais prouvé que j'étais une bonne épouse, il me respecterait. J'ai commencé à surcompenser. J'ai pris des services supplémentaires chez Maple & Sage. Non pas parce que nous avions besoin d'argent, Landon gagnait plus avec un seul bonus que moi en un an, mais parce que je voulais prouver que je n'étais pas une chercheuse d'or. Je voulais leur montrer que j'avais ma propre ambition. Landon, de son côté, maîtrisait l'art du compliment détourné. Il rentrait à la maison et prenait des nouvelles de ma journée, et quand je lui parlais d'un client difficile ou d'une installation d'événements réussie, il affichait ce sourire indulgent et protecteur. « Tu travailles si dur, Tess », disait-il en desserrant sa cravate. « Tu as une telle éthique de travail. C'est presque un gâchis de te voir t'épuiser pour un café. Tu es trop bien pour cet endroit. Tu sais, je peux subvenir à nos besoins. Tu n'as plus besoin de jouer à la serveuse. » Cela sonnait comme du soutien. Cela donnait l'impression qu'il voulait prendre soin de moi. Mais le sous-entendu était clair. Il avait honte de ce que je faisais. Il ne me voyait pas comme une coordinatrice d'événements ou une gérante. Il me voyait comme une employée. Il voulait une femme qui déjeune en ville, une femme qui préside des comités, pas une femme qui rentre à la maison sentant l'espresso et le sirop de vanille. Les dîners du dimanche sont devenus un rituel de torture. Nous nous asseyons à la longue table en acajou de Vivien, mangeant des plats préparés par son chef privé, et elle commençait l'interrogatoire. « Alors Tessa », disait-elle en coupant son filet mignon en carré parfait. « Travailles-tu toujours dans cette petite boutique ? Comment s'appelle-t-elle déjà ? Pain et beurre ? Maple & Sage, répondais-je en gardant une voix ferme. Et oui, nous venons de réserver 3 mariages pour le mois prochain. Vivien riait, un son court et sec. Des mariages. C'est charmant. C'est bien que tu aies un passe-temps pour t'occuper jusqu'à ce que tu sois prête à assumer un vrai rôle. Un rôle qui reflète le nom Pierce. Quel est ce rôle, Vivien, ai-je demandé un jour, avec une bravoure insensée. Le rôle d'une mère, a-t-elle rétorqué, les yeux brillants. Le rôle d'une femme qui construit un foyer, pas de celle qui sert les autres dans celui de quelqu'un d'autre. J'ai regardé Landon, attendant qu'il me défende, attendant qu'il dise que mon travail comptait, que je bâtissais une entreprise, que j'étais heureuse. Landon s'est contenté de boire une gorgée de son vin et a dit « Maman a raison. Tess, tu as l'air fatiguée ces derniers temps. Peut-être devrais-tu lever le pied. Nous n'avons pas besoin de ces $2000 supplémentaires par mois à ce point. » C'est à ce moment-là que j'ai senti le basculement. Il avait réduit toute ma carrière, ma passion, ce qui me faisait me sentir moi-même, à une somme d'argent, $2000. Pour lui, c'était une erreur d'arrondi. Pour moi, c'était mon indépendance. Au fil des années, la carrière de Landon a décollé en flèche. Il a fait la couverture de Forbes. Il a été interviewé dans des podcasts économiques. Il cultivait une image d'entrepreneur discipliné, moralement intègre, l'homme de famille qui bâtit un empire sur l'honnêteté. Il voyageait constamment 3 jours à Chicago, 4 jours à Londres, 1 semaine à Tokyo. Vivien rayonnait de fierté. Elle transportait des exemplaires des magazines parlant de lui dans son sac à main. Elle utilisait son succès comme un étalon pour mesurer mes échecs. « Regarde ce qu'il construit », me chuchotait-elle lors de soirées pendant que Landon charmait un cercle d'investisseurs. C'est un roi, et chaque roi a besoin d'une reine, Tessa, pas d'une servante. J'ai essayé de changer. J'ai essayé de m'habiller comme il le voulait. J'ai acheté des tons neutres, des foulards en soie et des bijoux discrets. J'ai appris à discuter de la bourse et des taux d'intérêt. J'ai arrêté de parler de mon travail au café. Je suis devenue silencieuse. Je suis devenue une ombre, mais ce n'était jamais suffisant. J'étais tolérée, mais je n'ai jamais été acceptée. J'étais une remplaçante temporaire. Je pouvais le voir dans la façon dont Vivien me regardait quand elle pensait que je ne regardais pas. Elle attendait. Elle attendait que je fasse un faux pas, que je m'efface, que Landon réalise qu'il avait acheté une maison de début de carrière et qu'il était prêt pour le manoir.
J'ai senti la distance grandir dans mon mariage, un élargissement physique de l'espace entre nous au lit. Landon a cessé de me toucher. Il a cessé de prendre des nouvelles de ma journée. Il a commencé à verrouiller son téléphone. Il a commencé à rentrer à la maison sentant le savon d'hôtel et un parfum inconnu, balayant mes questions d'un revers de main, me disant que j'étais paranoïaque, que les dîners avec les clients duraient tard, que les affaires étaient exigeantes. Je ne savais pas alors qu'il faisait déjà passer des auditions à ma remplaçante. Je ne savais pas que pendant que j'étais à la maison à lire des livres sur la façon d'être une meilleure femme du monde, il était dehors à chercher une femme qui correspondait au moule que Vivien avait coulé. Mais avec le recul, j'ai réalisé que le décor était planté bien avant que Sienna Cole ne mette les pieds dans son bureau. La famille Pierce avait passé 5 ans à me vider de ma substance, à gratter ma confiance et mon identité, me préparant pour l'abattoir. Ils pensaient avoir fait de moi une victime. Ils pensaient m'avoir réduite à néant. Ils ont oublié une chose, quand on arrache tout ce qu'une personne possède, on ne la laisse pas simplement vide. On la laisse avec rien à perdre. Et une femme qui n'a plus rien à perdre est la créature la plus dangereuse sur Terre. Le bourdonnement numérique de mon téléphone était autrefois un son que j'associais à des bons de commande ou à des messages d'amis. Mais il y a 6 mois, c'est devenu le son d'une cloche sonnant le début d'un match de boxe où j'étais la seule à ne pas porter de gants. Cela a commencé avec le chat de groupe. Il s'appelait « Nouvelles de la famille Pierce », un nom qui suggérait chaleur et connexion, mais en réalité, c'était un flux organisé de guerre psychologique. Ma belle-mère, Vivien, et la jeune sœur de Landon, Olivia, traitaient le chat comme un tableau d'affichage de mes insuffisances. Un mardi matin, alors que je passais le linge à la vapeur pour un mariage au café, mon téléphone a vibré. C'était un lien envoyé par Vivien. L'article s'intitulait « L'art de l'épouse de grande valeur, comment cultiver la grâce et soutenir les ambitions de votre mari ». Sous le lien, Vivien avait écrit « J'ai vu ceci et j'ai pensé à toi, Tessa ». De merveilleux conseils sur la façon de prioriser le foyer par rapport au passe-temps distrayant. Une lecture inspirante. Un instant plus tard, Olivia a renchéri avec un emoji cœur. Totalement. Il s'agit de comprendre que son temps à lui coûte plus cher que le tien. J'adore. Je me souviens avoir fixé l'écran, la vapeur du fer humidifiant la naissance de mes cheveux. Elle n'était même plus subtile. Elle m'identifiait dans des instructions sur la façon d'être un meilleur accessoire. Je voulais répondre, je voulais dire que mon passe-temps distrayant venait de générer 15 000 $ de revenus le mois dernier, mais je ne l'ai pas fait. J'ai écrit « Merci pour le partage, Vivien. Ça a l'air intéressant. » C'était cela, l'érosion. C'était l'effritement lent de ma voix jusqu'à ce que j'en vienne à remercier les gens qui m'insultaient. L'humiliation est passée de nos téléphones à la table du dîner. Landon avait commencé à m'entraîner à davantage de dîners d'affaires, affirmant qu'il était bon pour son image d'apparaître comme un homme posé. Mais lors de ces dîners, je n'étais pas une partenaire, j'étais un accessoire. Nous étions assis dans un restaurant de grillades du centre-ville de Hartford, entouré d'hommes en costume sombre qui sentaient le cigare et l'ambition. Landon était dans son élément, riant, versant du vin, dominant l'espace. Quand la conversation en venait aux présentations, il me désignait d'un geste vague et dédaigneux. « Et voici ma femme, Tessa », disait-il. Elle fait des trucs créatifs, compositions florales, cadeaux d'invités, ce genre de choses. Il donnait l'impression que je collais des macaronis sur des assiettes en carton. Il n'a jamais mentionné que je gérais une équipe de 6 personnes ou que je négociais des contrats avec des fournisseurs avant que je puisse le corriger. Vivien, qui rejoignait souvent ces dîners pour superviser la marque familiale, s'interposait. « Oh, ne barbons pas ces messieurs avec des décorations de table », disait-elle avec un sourire crispé. Landon, parleur de l'acquisition à Boston. Et Olivia, chérie, parleur de ta demande de bourse. Le projecteur se détournait de moi instantanément. Je restais assise là à couper mon steak en minuscules morceaux faciles à manger, les écoutant parler de capitaux propres et de parts de marché, me sentant comme un fantôme à ma propre table. Je suis devenue une experte pour hocher la tête. J'ai appris à sourire sans montrer les dents. J'ai appris à me rétrécir jusqu'à occuper le moins d'espace possible. Puis sont venus les changements d'emploi du temps. Landon avait toujours travaillé de longues heures, c'était la nature de son secteur. Mais les heures ont décalé. Il a commencé à manquer le dîner. Puis il a commencé à manquer les informations de fin de soirée. Il rentrait à 23 heures, la cravate défaite, le regard vitreux. Réunion avec des investisseurs, disait-il en passant devant moi pour aller au réfrigérateur.
Il sentait différemment. C'était subtil au début. Il sentait d'habitude la colonie au bois de cèdre que je lui achetais et l'amidon frais de ses chemises. Maintenant, il sentait le savon d'hôtel, cette odeur florale générique et chimique qui vous colle à la peau après une douche dans une chambre d'amis. Parfois, sous le savon, il y avait autre chose, une douceur, un parfum plus vif et plus floral que tout ce que je portais. Un soir, alors qu'il jetait sa veste sur la chaise, je l'ai ramassée pour la suspendre dans le placard. L'odeur m'a frappé, jasmin et vanille. Landon, ai-je dit, tenant la veste. Tu sens le parfum. Il ne s'est même pas retourné. Il se versait un verre d'eau, le dos tourné. Nous étions dans un salon bondé, Tessa, a-t-il dit d'une voix monocorde. C'est un environnement client. On est serré comme des sardines. Quelqu'un m'a probablement bousculé. Ne fais pas ton cinéma. Environnement client. C'est devenu l'excuse universelle. Une trace de rouge à lèvres? Environnement client. Des paillettes sur son col? Environnement client. Rentrer à 2 heures du matin un mardi? Environnement client. Il a commencé à surveiller son téléphone comme s'il contenait des codes nucléaires. Pendant des années, son code d'accès avait été sa date de naissance. Un matin, j'ai essayé d'ouvrir son téléphone pour vérifier la météo pendant que le mien chargeait, et l'accès m'a été refusé. Il avait changé le code. Quand je l'ai interrogé à ce sujet, il s'est emporté. J'ai des données clients sensibles là-dessus maintenant, Tessa. Règle de conformité. Tu ne peux pas simplement fouiner dans mon appareil. Il a commencé à prendre des appels sur le balcon. Je l'observais à travers la porte vitrée coulissante. Il restait là, dans le froid glacial, frissonnant dans sa chemise, juste pour s'assurer que je ne puisse pas entendre un mot de ce qu'il disait. Il voûtait les épaules, sa voix tombait dans un murmure, son visage éclairé par la lueur de l'écran. Il avait l'air intime. Il avait l'air investi. Il ressemblait à l'homme qui me parlait jusqu'à 3 heures du matin, sauf que maintenant il donnait cette énergie à un fantôme à l'autre bout du fil. Vivien, sentant les fissures dans les fondations, a sorti la masse. Son obsession pour l'héritage Pierce atteignait son paroxysme chaque fois que je la voyais. Ses yeux allaient immédiatement vers mon ventre. C'était une inspection physique. Elle scrutait mon abdomen à la recherche d'une courbe, et quand elle ne voyait rien d'autre que mon ventre plat, sa déception était palpable. Lors d'un brunch dominical, 3 mois seulement avant l'explosion, elle décida de remuer le couteau dans la plaie. Nous mangions des œufs bénédicts sur le patio. Vivien a pris une gorgée de son thé et a posé la tasse avec un fracas délibéré. J'ai croisé Rachel hier. Rachel était l'ex-petite amie d'université de Landon, celle qui était partie, celle qui venait d'une famille possédant la moitié du Rhode Island. Oh, a dit Landon, levant les yeux de son téléphone. Comment va-t-elle? Elle est merveilleuse, s'est extasié Vivien. Elle vient d'avoir son 2e bébé, un garçon. Ils l'ont nommé William, comme son père. Elle est incroyable, en plus. Elle a retrouvé sa ligne tout de suite. Elle a tourné son regard vers moi. C'était un regard lourd, empreint de pitié. Certaines femmes sont naturellement faites pour la vie de famille. C'est un talent biologique. Vraiment, tout le monde ne l'a pas. Tu sais, Landon, Rachel a toujours dit qu'elle voulait une grande famille. C'est dommage comme les choses tournent. Toutes les femmes ne peuvent pas donner à un homme l'héritage qu'il mérite. J'ai senti le sang quitter mon visage. C'était un coup direct. Elle me disait que j'étais défaillante. Elle disait à mon mari qu'il avait fait une erreur. J'ai regardé Landon, le suppliant du regard de dire quelque chose, de dire que nous étions heureux, que nous essayions, que je suffisais. Landon s'est contenté de mâcher sa nourriture et a dit, c'est bien pour Rachel, maman. Il ne m'a pas défendu. Il ne m'a même pas regardé. Cet après-midi-là, je suis allé dans une papeterie et j'ai acheté un petit agenda noir. Je ne l'ai pas acheté pour le travail. Je ne l'ai pas acheté pour des recettes. Je l'ai acheté pour préserver ma santé mentale. J'ai commencé à le suivre. J'ai créé un système, sur le côté gauche de la page, j'écrivais ce que Landon me disait qu'il faisait, mardi, dîner avec les investisseurs japonais, 19h. Sur le côté droit, j'écrivais ce que j'observais, mardi, rentrée à minuit. Sentais le parfum au jasmin. Téléphone posé face contre terre sur la table de nuit. Aucun reçu de dîner dans les poches.
J'ai commencé à remarquer les incohérences. Il disait qu'il était au bureau en ville, mais la localisation partagée de l'application de navigation de notre voiture qu'il ne savait sans doute pas désactiver montrait le véhicule garé dans un complexe résidentiel de West Hartford pendant 3 heures. Il disait être en réunion toute la journée, mais ses alertes de calendrier, qui se synchronisaient sur l'iPad de la maison, montraient des plages de temps vide simplement étiquetées comme « personnel ». Les preuves s'accumulaient à l'encre noire, mais mon cerveau refusait de les traiter. J'étais dans le déni. Je me manipulais moi-même avant même qu'il n'en ait l'occasion. Peut-être qu'il prépare une surprise pour moi, me disais-je. Peut-être qu'il est stressé. Peut-être que je deviens folle. Ma confiance s'érodait. Je me regardais dans le miroir et je voyais ce que Vivien voulait que je voie. Je voyais une femme qui vieillissait. Je voyais une femme qui n'était pas assez riche, pas assez sophistiquée, qui ne pouvait pas donner d'enfant à son mari. J'ai commencé à croire que j'étais le problème. Si je m'habillais mieux, si je travaillais moins, si je souriais davantage, peut-être qu'il reviendrait du balcon. Un soir, la pression est devenue trop forte. Landon était dans la salle de bain en train de se doucher pour se débarrasser de l'environnement client, et son téléphone s'est éclairé sur la table de nuit. C'était un SMS, pas de nom, juste un numéro, j'ai hâte de demain. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans la gorge. Quand il est sorti de la salle de bain, s'essuyant les cheveux avec une serviette, je l'ai affronté. Je tremblais. Je pleurais. Je me détestais de pleurer. Landon, qui t'envoie des messages, ai-je demandé, la voix brisée. Qui a hâte de demain? Il s'est arrêté. Il a regardé le téléphone, puis moi. Son visage ne montrait pas de culpabilité, il montrait de l'agacement. Il me regardait comme si j'étais un enfant faisant un caprice pour un jouet cassé. Il a soupiré un son long et épuisé. On recommence, Tessa? Oui, on recommence, ai-je dit. Tu n'es jamais à la maison. Tu caches ton téléphone. Tu sens son odeur. Peu importe qui elle est, Landon, s'il te plaît, dis-moi juste la vérité. Il s'est approché de moi. Il ne m'a pas serré dans ses bras. Il a posé ses mains sur mes épaules et m'a regardé dans les yeux avec un calme terrifiant. Tu es paranoïaque parce que tu es stressé, a-t-il dit. Tu travailles trop dur dans ce café et ça te rend folle. Ma mère est juste vieille école et tu la laisses te monter la tête. Arrête de faire un drame de rien du tout. Ce SMS venait de l'entrepreneur pour la construction du nouveau bureau. Nous commençons les travaux demain. Il mentait si facilement. Il mentait avec l'assurance tranquille d'un homme qui croit en son propre récit. Tu as besoin de te détendre, Tess, a-t-il dit en m'embrassant sur le front. C'était un baiser froid et vide. Tu as l'air hystérique et, franchement, ce n'est pas attirant. Il a éteint la lumière et s'est endormi. Je suis resté éveillé dans le noir. En écoutant sa respiration, je serrais l'agenda noir contre ma poitrine. Je savais qu'il mentait. Je le sentais au plus profond de moi. Mais à ce moment-là, allongé là dans le noir, je me sentais plus petite que je ne m'étais jamais sentie de ma vie. J'étais la femme folle. J'étais une femme stérile. J'étais le fardeau hystérique. Je ne savais pas alors que le SMS ne venait pas d'un entrepreneur. Je ne savais pas que demain était le jour où il signait le bail d'un appartement pour Sienna Cole. Tout ce que je savais, c'est que j'étais en train de me noyer et que les deux personnes qui étaient censées être ma famille étaient celles qui me maintenaient la tête sous l'eau. Le fracas d'un mug en céramique se brisant sur le carrelage du sol fut la seule chose qui me tira de ma transe. Je me tenais derrière le comptoir de Maple & Sage, essuyant la machine à expresso. C'était un mardi après-midi, généralement le moment le plus calme de la semaine, mais deux femmes étaient assises à une table d'angle près de la fenêtre. C'étaient des habituées Madame Sterling et Madame Vance, le genre de femmes qui portaient des jupes de tennis mais ne jouaient jamais au tennis, et dont les voix résonnaient dans la pièce comme une émission de radio. Je les avais ignorées, concentré sur le sifflement rythmique de la buse vapeur, jusqu'à ce que j'entende le nom de mon mari. Landon Pierce, a dit Madame Sterling, se penchant sur son latte. Je vous dis que c'était lui. Nous les avons vus au Summit vendredi soir. Madame Vance a eu un souffle coupé, un son théâtral. Avec qui? Sa femme? C'est bien là le problème. Madame Sterling a baissé la voix, mais dans le café vide, elle a résonné comme un cri. Certainement pas sa femme. C'était une rousse. Magnifique, je lui accorde cela. Mais ma chère,
elle était très enceinte et ils avaient l'air très intimes. Il avait sa main sur son dos tout le temps qu'il marchait vers l'ascenseur. Le monde s'est arrêté. Le chiffon est tombé de ma main. Enceinte. Le mot a explosé dans ma poitrine. Il m'a frappé avec la force d'un coup physique, me coupant le souffle. Ma vision s'est troublée sur les bords. Je suis resté pétrifié, fixant les éclats de céramique blanche du mug que je venais de renverser, incapable de bouger les pieds. Vendredi soir, Landon m'avait dit qu'il travaillait tard au bureau. Il m'avait envoyé un SMS à 20h disant qu'il commandait des plats à emporter et qu'il épluchait un document de fusion. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine déverrouiller mon téléphone. J'ai consulté l'historique de localisation partagé, la seule fonction de notre forfait familial qu'il avait oublié de désactiver dans sa nouvelle obsession pour la vie privée. Je suis revenu en arrière jusqu'à vendredi. Il était là, le point bleu. Il n'était pas à la tour de bureau Pierce Meridian. Il était au Summit, un salon sur le toit à 5 km de là. Il y était resté pendant 3 heures. J'ai senti une vague de nausées m'envahir, chaude et acide. J'ai couru vers les toilettes des employés, atteignant à peine le lavabo avant d'avoir des hauts le cœur. Il n'y avait rien dans mon estomac à part du café et de la peur. Je me suis éclaboussé le visage d'eau froide, fixant la femme dans le miroir. Elle avait l'air pâle. Elle avait l'air terrifiée. Elle avait l'air d'une idiote. Pendant les 3 jours suivants, j'ai traversé ma vie comme un zombie. Je ne dormais pas. Je restais allongé dans le lit à côté de Landon, écoutant le rythme régulier de sa respiration, me demandant comment une personne pouvait rester si immobile tout en vivant un mensonge si bruyant. Puis vint la convocation. Vivien a appelé samedi matin. Sa voix était nette, efficace. Viens pour le brunch demain, Tessa. Juste la famille. Nous devons discuter de quelques nouvelles compliquées. J'ai su au moment où elle a dit compliqué. Je savais que le domaine Pierce était magnifique ce dimanche-là, baigné d'une lumière printanière dorée. La table était dressée sur la terrasse surplombant les jardins entretenus. Il y avait des fruits frais, du saumon fumé et un pichet de Bloody Mary. On aurait dit une scène de magazine, parfaite et sans âme. Landon ne me regardait pas. Il était assis, fixant son assiette, poussant un morceau de melon avec sa fourchette. Vivien était assise en bout de table, sa posture droite, son visage composé. « Mange, Tessa, ordonna-t-elle doucement. Tu as l'air pâle. »« Je ne peux pas manger, Vivien, ai-je dit. » Ma voix sonnait étrangement à mes propres oreilles creuses et métalliques. « Quelles sont les nouvelles ?» Vivien a soupiré, tamponnant sa bouche avec une serviette en lin. Elle a regardé Landon. « Vas-y, Landon. Sois un homme. » Landon a fini par lever les yeux. Ses yeux étaient injectés de sang. Il avait l'air misérable, mais pas de la misère du remords, c'était la misère d'un homme qui s'est fait prendre. « Tessa, commença-t-il, puis il s'éclaircit la gorge. J'ai fréquenté quelqu'un. Je l'ai regardé. J'attendais la suite. » Et il a continué, sa voix tombant dans un murmure, « Elle est enceinte. » L'air a quitté la terrasse. Les oiseaux ont cessé de chanter. Le seul son était le bourdonnement du sang dans mes oreilles. « Tu plaisantes ?» ai-je chuchoté. « S'il te plaît, dis-moi que c'est une blague de mauvais goût. » « Ce n'est pas une blague, » coupa Vivien calmement. Elle prit une gorgée de son verre. « Mais ne réagissons pas de manière excessive. Ces choses arrivent, Tessa. Les hommes subissent beaucoup de pression. Parfois, le jugement fait défaut. Fait défaut, me suis-je étranglé. Un manque de jugement, c'est oublier de sortir les poubelles. Un manque de jugement, ce n'est pas créer un être humain avec une autre femme. » Vivien a levé une main. Baisse la voix. Les voisins. Elle s'est penchée en avant, ses yeux se fixant dans les miens. Le nom de la femme est Sienna, a marmonné Landon. Elle est consultante en marketing. Je l'ai rencontrée sur le projet Archer. Est-ce qu'il est de toi, ai-je demandé. La question avait un goût de cendre. Elle dit qu'il l'est, a dit Landon rapidement. Mais rien n'est encore prouvé. Nous devons attendre le test. Il pourrait être de n'importe qui. Elle vient d'un milieu moins stable. Elle est très émotive. Vivien a hoché la tête en signe d'accord. Exactement. C'est un peu une chercheuse d'or si tu veux mon avis. Mais nous devons être préparés à toutes les éventualités.
Je me suis levé si vite que ma chaise a crissé contre le patio en pierre. Préparé, ai-je crié. Tu parles d'un bébé, Landon. Tu parles de détruire notre mariage. J'ai couru vers la salle de bain près du hall principal. J'ai verrouillé la porte et je me suis effondré sur le sol. J'ai vomi dans les toilettes, mon corps expulsant le choc par des spasmes violents. Je tremblais de manière incontrôlable, mes dents claquant comme si je mourais de froid. Je suis resté assise là pendant 20 minutes, serrant mes genoux, me balançant d'avant en arrière. Je voulais ma mère. Je voulais retourner dans mon petit appartement dans l'Ohio. Je voulais être n'importe où sauf dans ce manoir qui ressemblait à un tombeau. Quand je suis finalement sorti, lavé et pâle, ils étaient toujours assis sur la terrasse. Ils n'avaient même pas bougé. Je me suis approché de Landon. J'ai saisi son bras. Landon, s'il te plaît, ai-je supplié, ignorant Vivien. Nous pouvons arranger ça, mais tu dois rompre avec elle. Si le bébé est de toi, nous le soutiendrons financièrement. Mais tu ne peux pas être avec elle. Tu dois choisir maintenant, moi ou elle. Landon a regardé Vivien. Il a regardé sa mère pour obtenir la permission de parler à sa femme. Tessa, a-t-il dit, dégageant doucement son bras. Ce n'est pas si simple. Si le bébé est de moi, j'ai une responsabilité. Tu as une responsabilité envers moi, ai-je hurlé. Je suis ta femme. Vivien s'est levé. Puis elle s'est approchée de moi et a posé une main sur mon épaule. Elle me semblait lourde et froide. Arrête d'être égoïste, Tessa, a-t-elle dit. Sa voix était basse et dangereuse. Tu as toujours l'anneau au doigt. Tu portes toujours le nom de Pierce. Tu vis dans une maison qui vaut 3 millions de dollars. Ne fais pas un caprice juste parce que la route est devenue un peu chaotique. Elle a serré mon épaule fort. Concentre-toi sur l'ensemble, ma chère. Toutes les femmes n'ont pas la chance de vivre cette vie. Tu peux soit être l'épouse gracieuse qui est restée aux côtés de son mari pendant une période difficile, soit être l'ex-femme amère qui est partie avec rien. Le choix t'appartient. Je suis rentré chez moi en silence. Je n'ai pas fait mes valises. Je n'ai pas quitté la maison. Vivien avait raison sur une chose, j'étais piégé. Je n'avais nulle part où aller, aucun actif propre qui n'était pas lié à Landon, et un cœur brisé en 1 million de morceaux. Mais le coup de grâce restait à venir. Une semaine plus tard, je cherchais un document fiscal sur l'ordinateur de la maison. Landon avait laissé sa boîte mail ouverte. Je savais que je ne devais pas regarder. Je savais que cela ne ferait que me blesser, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai tapé le Siennard dans la barre de recherche. Un fil de discussion est apparu des dizaines de mai. L'objet du plus récent disait « Installation terminée ». J'ai cliqué. Landon, l'appartement est parfait. La vue sur la rivière est magnifique. Merci d'avoir organisé les déménageurs. Je me sens tellement plus en sécurité ici que dans mon ancien logement. Le bébé bouge comme un fou aujourd'hui. Peux-tu passer ce soir? J'ai besoin de toi. Je t'aime, j'ai fait défiler jusqu'à la réponse de Landon. Ravi que ça te plaise. J'ai mis la caution et les 6 premiers mois de loyer sur la carte de l'entreprise sous forme d'honoraires de conseil pour que tu n'aies pas à t'inquiéter des factures. J'essaierai de passer après avoir réglé les choses à la maison. À bientôt. Il n'attendait pas de test. Il n'était pas incertain. Il l'installait. Il construisait une seconde maison, une vie parallèle payée par l'entreprise pendant que j'étais assise dans notre maison à me demander si j'étais suffisante. 6 mois de loyer. 6 mois. Je suis resté là, fixant l'écran, sentant le dernier lambeau d'espoir se dissoudre. Il n'était pas confus, il calculait. Juste à ce moment-là, mon téléphone a vibré. C'était Vivien. Tessa, ma chère, disait le SMS. J'ai réfléchi. Puisque la situation avec Sienna avance et que l'enfant est innocent dans tout cela, nous devons faire ce qu'il faut. J'organise une petite fête prénatale pour elle pour le bien de l'enfant. Cela ferait très mauvais genre si la famille n'était pas unie. J'ai fixé les mots, incapable de comprendre une telle cruauté. Un second SMS est arrivé. Je suppose que tu seras assez mûr pour y assister. Cela signifierait beaucoup pour Landon de te voir accepter l'avenir. Quelque chose s'est brisé dans mon cerveau. Ce n'était pas un bruit sec, c'était le clic discret d'une serrure qui tourne. Assez mûr. Elle voulait que j'assiste à la fête prénatale de la femme qui couchait avec mon mari.
Elle voulait que je sourie et que j'applaudisse pendant qu'il célébrait la preuve de sa trahison. Elle pensait pouvoir me briser. Elle pensait pouvoir m'humilier jusqu'à la soumission. J'ai regardé l'email sur l'écran, honoraire de conseil, carte de l'entreprise. J'ai regardé le SMS de Vivien, assez mûr. J'ai essuyé mon visage. Je n'ai pas pleuré cette fois. Les larmes étaient parties. À leur place se trouvait quelque chose de froid, de dur et d'incroyablement aiguisé. J'ai pris mi téléphone et j'ai répondu, bien sûr, Vivien. Je serais ravi de venir. En fait, laisse-moi t'aider à l'organiser. J'ai appuyé sur envoyer. S'il voulait que je fasse partie du spectacle, je le ferais. Mais il n'avait aucune idée que j'étais sur le point de réécrire la fin. J'ai craqué un mercredi. Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas un cri. C'était une glissade silencieuse et pathétique le long du mur du placard de rangement à Maple & Sage. Je tenais une boîte de serviettes en papier, et soudain leur poids m'a semblé insupportable. Je me suis effondré sur le sol, entouré de l'odeur de carton et d'eau de javel, et j'ai simplement mis ma tête entre mes mains. Sarah, la propriétaire du café et ce qui se rapprochait le plus d'une amie en dehors de la bulle Pierce, m'a trouvé 5 minutes plus tard. Elle n'a pas demandé ce qui n'allait pas. Elle savait. Tout le monde savait. Les ragots sur Landon se répandaient dans notre petite ville comme un virus. Elle s'est assise à côté de moi sur le linoléum froid. « Tessa, dit-elle doucement, prenant la boîte de serviettes de mes genoux. Tu ne peux pas continuer comme ça. Tu vas disparaître si tu les laisses te manger tout cru. Je ne peux pas le quitter, Sarah, ai-je chuchoté. Je n'ai rien. Vivien s'en est assuré. La maison, les voitures, les comptes, tout est à son nom. Si je pars, je dormirai sur le canapé de mes parents dans l'Ohio d'ici vendredi. Sarah m'a regardé, les yeux durs. Alors peut-être que tu ne pars pas encore. Peut-être que tu planifies. Elle a fouillé dans la poche de son tablier et a sorti une carte de visite. C'était un carton épais de couleur crème. Une de nos habituées, Madame Gotot, m'a donné ça. Elle a dit qu'elle avait vécu un divorce difficile l'année dernière. Elle a dit que cette femme est un requin en tailleur Chanel. Parle-lui. Parle-lui simplement avant d'accepter quoi que ce soit que cette femme et son fils décident pour toi. Le nom sur la carte était Carla, avocate, droit de la famille, protection des actifs. J'ai fixé la carte. Elle semblait lourde dans ma main. Elle ressemblait à une arme que je ne savais pas utiliser. 2 jours plus tard, j'étais assise dans le bureau de Carla. C'était un espace élégant et moderne avec vue sur la ligne d'horizon de la ville, une vue qui semblait à milieu des rideaux de velours étouffants du domaine Pierce. Carla était une femme d'une 50aine d'années avec des yeux vifs et intelligents et une coupe de cheveux qui signifiait les affaires. Elle a écouté mon histoire sans m'interrompre, prenant des notes sur un bloc-notes jaune. Quand j'ai eu fini d'expliquer l'histoire du bébé, l'appartement payé par l'entreprise et les exigences de Vivien, elle n'a pas offert de pitié. Elle a offert une stratégie. « Avez-vous une copie de votre contrat de mariage ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête, sortant une épaisse enveloppe de mon sac. Je l'ai signé il y a 5 ans, ai-je dit, sentant la honte monter dans ma gorge. Je l'ai à peine lu. J'étais amoureuse. Vivien a dit que c'était une procédure standard pour protéger les actifs familiaux. Je voulais juste l'épouser. Carla prit le document et mit ses lunettes de lecture. Elle tourna les pages, ses yeux parcourant le jargon juridique dense. La pièce fut silencieuse pendant un long moment, hormis le tic-tac d'une horloge au mur. Soudain, elle s'arrêta. Son doigt tapa un paragraphe à la page 14. Elle leva les yeux vers moi et un sourire lent et dangereux s'étira sur son visage. « Tessa, dit-elle doucement. Connaissiez-vous la clause d'infidélité ? » J'ai cligné des yeux. Non. Vivien a dit que le contrat de mariage servait juste à garder les actions de Pierce Méridian dans la lignée familiale. Carla a ri. C'était un son sec et vif. Vivien Pierce était tellement obsédée par l'idée de protéger son fils des chercheuses d'or qu'elle a surcorrigé. Elle était terrifiée à l'idée que vous le trompiez et que vous essayiez de faire passer l'enfant d'un autre homme pour un héritier Pierce. Alors, elle a insisté sur une clause de paternité rigide. Elle tourna le document et pointa le texte. Regardez ici. Section 8, paragraphe C. En cas de dissolution du mariage pour infidélité prouvée, entraînant la naissance d'un enfant hors de l'union matrimoniale où la paternité est confirmée par une preuve ADN, le conjoint, c'est-à-dire vous,
Tessa a droit à un versement immédiat d'une somme forfaitaire de 5 millions de dollars plus 20% des options d'achat d'actions acquises par le mari dans Pierce Meridian Holdings à titre de pénalité pour rupture de contrat de mariage et préjudice à la réputation. J'ai fixé les mots. Il dansait devant mes yeux. Attendez, ai-je dit, la voix tremblante. Vous voulez dire que si Landon a un bébé avec Sienna? Si Landon a un bébé avec Sienna, corrigea Carla, et que nous pouvons prouver qu'il est de lui avec un test ADN, il vous remet essentiellement les clés du royaume. Vivien a écrit cela pour vous détruire si vous le trompiez. Elle n'a jamais imaginé que son fils chéri serait celui qui le déclencherait. Elle s'est penchée en arrière dans son fauteuil, enlevant ses lunettes. Vous avez dit que Vivien est paranoïaque concernant la réputation, a-t-elle demandé. Obsédé, ai-je dit. Et le père de Landon, Elliot, il contrôle le trust familial. Il est de la vieille école. S'il y a un scandale public, il coupe les vivres. Carla a hoché la tête. Excellent. Cela nous donne un moyen de pression. Voici ce que nous devons faire. Nous avons besoin de preuves, pas de rumeurs, pas d'un ventre arrondi. Nous avons besoin de documentation. Elle commença à énumérer des choses sur ses doigts. 1. Les relevés financiers montrant qu'il soutient cette femme. La location de l'appartement est un bon début, trouvez-moi les reçus. 2. Les communications e-mail, SMS, tout ce où il reconnaît la relation ou la grossesse. 3. Le test ADN. Le test ADN, ai-je répété. Mais Vivien a dit qu'il s'en occupait en privé. Bien sûr qu'ils le font, a dit Carla. Ils veulent contrôler le récit. Si le test est négatif, ils paieront la fille pour qu'elle s'en aille. S'il est positif, eh bien, ils essaieront probablement de l'étouffer ou de vous pousser à un accord discret avant que vous ne réalisiez ce que vaut cette clause. Elle s'est penchée en avant, ses yeux se fixant dans les miens. Vous devez découvrir quand et où ce test a lieu, Tessa, et vous devez mettre la main sur les résultats avant eux ou à tout le moins, en même temps. J'ai quitté son bureau en ressentant une sensation étrange dans ma poitrine. Ce n'était pas exactement de l'espoir, c'était de l'adrénaline. Ce soir-là, je suis rentré dans la maison vide. Landon travaillait encore tard, ce qui, je le savais maintenant, signifiait qu'il était dans l'appartement au bord de la rivière avec Sienna. Vivien était dans la bibliothèque, parlant au téléphone. La porte était entr'ouverte. Je me suis arrêté dans le couloir, retenant mon souffle. Non, Elliot n'a pas encore besoin de savoir, disait Vivien, la voix basse et urgente. Nous allons gérer le test de paternité en privé. J'ai pris des dispositions pour qu'un phlébautomiste mobile se rende à l'appartement la semaine prochaine. Elle fit une pause, écoutant la personne à l'autre bout du fil. Si ce n'est pas le sien, nous modifierons la version des faits. Nous dirons qu'elle était une harceleuse, une femme dérangée. Nous menacerons de poursuites judiciaires et elle disparaîtra. Mais si c'est le sien. Elle soupira, un son de pur agacement. Si c'est le sien, nous structurerons les choses pour qu'elle, je veux dire Tessa, reparte avec le moins possible. Nous lui proposerons un règlement forfaitaire pour qu'elle parte discrètement. Nous lui dirons que le contrat de mariage ne lui laisse rien. Elle est naïve, Arthur. Elle n'a jamais lu ce document. Elle croira tout ce que nous lui dirons. Je me tenais là dans le couloir, ma main flottant au-dessus de la poignée de la porte. Elle est naïve. Elle croira tout ce que nous lui dirons. Pendant 5 ans, ces mots m'auraient écrasé. Ils m'auraient fait courir dans ma chambre pour pleurer dans mon oreiller. Mais ce soir, debout dans l'ombre de la maison qui n'était pas la mienne, écoutant la femme qui me haïssait comploter ma ruine financière, j'ai ressenti autre chose. J'ai ressenti à nouveau le clic de la serrure. Je ne suis pas entré en trombe. Je n'ai pas crié. Je me suis reculé silencieusement, marchant doucement sur le tapis perçant coûteux, et je suis monté dans notre chambre. Je me suis assise à ma coiffeuse et je me suis regardé dans le miroir. Je ressemblais à celle d'hier, mêmes cheveux bruns, mêmes yeux fatigués. Mais la femme qui me regardait était différente. Vivien avait passé des années à m'apprendre que je n'étais pas une Pierce. Elle m'avait appris que j'étais une étrangère, une invitée qui avait prolongé son séjour. Elle pensait que cela me rendait faible. Mais elle avait oublié une chose, les invités voient des choses. Les invités remarquent où les cadavres sont enterrés. Et les invités, contrairement à la famille, n'ont aucune obligation de garder les secrets. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à Carla, je sais quand le test a lieu. Je vais obtenir les résultats. J'ai posé le téléphone et j'ai souri.
Ce n'était pas un gentil sourire. S'ils voulaient transformer la paperasse en arme, j'apprendrais à rire en retour. J'utiliserais leur propre signature, leur propre argent et leur propre obsession pour l'aligner pour réduire leur maison en cendres. Et je le ferais tout en souriant, tout comme Vivien me l'avait appris. La première étape était l'argent. C'est toujours le cas. Carla avait été très spécifique sur la façon de gérer cette phase. Elle appelait cela isoler l'actif, mais je l'appelais construire un canot de sauvetage. Sous sa direction, je me suis rendu dans une ville à 2 heures de là, dans une banque où la famille Pierce n'avait aucune influence et aucun ami au conseil d'administration. J'ai ouvert un compte courant sous mon nom de jeune fille avec les $500 que j'avais cachés dans une boîte à chaussures, provenant de mes pourboires à Maple & Sage. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. C'était le premier argent que je touchais en 5 ans qui ne dépendait pas de l'approbation de Landon. Ensuite est venu le temps de l'exploration des données. Cette partie me donnait l'impression de vivre dans un roman d'espionnage, mais la réalité était bien plus banale et écœurante. Cela consistait à m'asseoir devant mon ordinateur à 2 heures du matin, à boire du café froid et à passer au crible des débris numériques. J'ai transféré des relevés bancaires à une adresse email sécurisée que Carla avait créée pour moi. J'ai téléchargé des factures de carte de crédit montrant des frais pour des services de conseil qui correspondaient aux dates des nuits tardives de Landon au bureau. Le pire a été le fil de mail que j'ai trouvé archivé dans un dossier nommé Projet Alpha. Ce n'était pas un projet, c'était une correspondance avec Sienna. J'ai lu un email datant de 2 mois. Landon avait écrit « Je sais que le moment n'est pas idéal, bébé. Mais tu es notre avenir. Une fois que j'aurai démêlé les finances avec Tessa, nous pourrons arrêter de nous cacher. Toi et le bébé êtes la priorité maintenant. Notre avenir. » Il dormait encore dans mon lit quand il a écrit cela. Il mangeait encore le dîner que j'avais cuisiné quand il a tapé ces mots. Je n'ai pas pleuré. Je n'avais plus de larmes. J'ai simplement cliqué sur imprimer en PDF et j'ai enregistré le fichier. Chaque mensonge qu'il racontait était une brique de plus dans le mur que je construisais pour l'écraser. Mais il nous fallait la preuve irréfutable. Il nous fallait l'ADN. Grâce aux traces numériques, j'ai trouvé un débit pour un service de conciergerie médicale privé appelé Apex Généalogie. C'était cher $3000 pour un test de paternité accéléré et discret, le genre de service utilisé par les politiciens et les célébrités qui avaient besoin de réponses sans laisser de traces. J'ai décidé de jouer le rôle que Landon m'avait assigné pendant des années, l'assistante utile et invisible. J'ai attendu que Landon soit sous la douche un matin. J'ai pris son téléphone, il l'avait laissé déverrouillé sur le chargeur pour la première fois depuis des semaines, probablement parce qu'il se sentait en sécurité maintenant que le secret était dévoilé, et j'ai fait défiler ses appels récents. J'ai trouvé le numéro d'Apex. Je suis allé dans le jardin où la réception était la meilleure et la confidentialité garantie. J'ai composé le numéro, en prenant une voix brusque, professionnelle et légèrement ennuyée. Apex Généalogie, comment puis-je diriger votre appel, répondit une voix féminine douce. Bonjour, c'est Claire du bureau de Monsieur Landon Pierce, ai-je dit. Je fais suite au dossier se terminant par 452. Monsieur Pierce s'interroge sur le délai de livraison des résultats. Il est assez impatient de régler cette affaire. Il y eut une pause. Je pouvais entendre le tapotement d'un clavier à l'autre bout. Un instant, Claire. Ah, oui. Le dossier Pierce. L'échantillon a été collecté à l'appartement mardi. C'est bien cela. Oui, c'est exact, ai-je dit, notant mardi et appartement dans mon carnet. D'accord, il semble que le laboratoire donne la priorité à ce dossier. Nous prévoyons que le rapport final soit téléchargé sur le portail client dans les 48 heures. Une notification par email sera envoyée directement à Monsieur Pierce. Parfait, ai-je dit. Et juste pour confirmer, une copie physique sera-t-elle envoyée par courrier? Non. Conformément à la demande de Monsieur Pierce, c'est uniquement numérique pour garantir la confidentialité. Excellent. Merci. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient, mais pas de peur. J'ai ressenti une bouffée de puissance. Je connaissais le délai, 48 heures. Pendant que j'aiguisais mes couteaux dans l'ombre, Vivien a décidé de retourner le couteau dans la plaie au grand jour. Elle m'a invité à déjeuner au club un jeudi. Elle a commandé une salade Cobb et m'a regardé avec ce sourire de requin plein de pitié. Tessa, commença-t-elle, posant une main sur mon avant-bras. Je voulais te parler de la fête de samedi. J'ai gardé un visage impassible. La fête? Oui.
Vivien continua, je sais que c'est peu conventionnel, mais Sienna n'a pas de famille ici. Elle est terrifiée. Et franchement, cela enverrait un message si fort si tu étais impliqué. Cela montrerait à tout le monde à quel point ton cœur est grand. Cela montrerait que la famille Pierce gère ses complications avec grâce. Elle ne voulait pas montrer mon cœur, elle voulait montrer ma soumission. Elle me voulait là comme un accessoire, une approbation silencieuse de la liaison de son fils, prouvant que j'étais trop faible pour partir. J'ai pris une gorgée de mon thé glacé. J'ai pensé à la clause du contrat de mariage. J'ai pensé aux 5 millions de dollars. J'ai pensé aux options d'achat d'actions. Je serais ravi de t'aider, Vivien, ai-je dit. Elle a cligné des yeux, surprise. Elle s'était attendue à de la résistance. Elle s'était attendue à des larmes. Vraiment, a-t-elle demandé. Oui, ai-je dit en souriant. Tu as raison. L'enfant est innocent, et je veux montrer à Landon que je peux être mûr face à cela. Vivien s'est détendu, se penchant en arrière dans sa chaise. Je suis tellement soulagé, Tessa. Je savais que tu entendrais raison. Je me demandais, ai-je continué, gardant une voix décontractée. Puisque tu as géré le traiteur et le décor, pourrais-je m'occuper des petits détails? La gestion de la liste des invités, les cadeaux pour les convives? Peut-être l'organisation de la table des cadeaux? Je faisais cela professionnellement, après tout. Cela me donnerait le sentiment d'être utile. Vivien agita une main d'un geste dédaigneux. Oh, très bien. Si cela te fait plaisir. Assure-toi juste que la papeterie est élégante. Rien de bon marché. Je m'en occuperai personnellement, ai-je promis. Je suis rentré chez moi et j'ai immédiatement appelé Carla. Je suis de la partie, lui ai-je dit. Je m'occupe de la table des cadeaux. Bien, a dit Carla. C'est votre scène. Maintenant, nous avons juste besoin du scénario. Des nouvelles du test? Il arrive demain, ai-je dit. Le vendredi soir était tendu. Landon était à la maison, ce qui était rare. Il faisait les 100 pas dans le salon, vérifiant ses emails toutes les 30 secondes. Il était nerveux. Il savait que les résultats devaient arriver. J'ai préparé le dîner du poulet rôti, son plat préféré, et j'ai agi comme si tout était normal. Je lui ai posé des questions sur sa journée. Je lui ai servi un verre de vin. J'ai joué le rôle de l'épouse inconsciente qui essaie de faire fonctionner les choses si parfaitement qu'il s'est réellement détendu. Il a bu 3 verres de vin. Il a commencé à parler de la pression qu'il subissait, se faisant passer pour la victime. Tu sais, Tess, a-t-il dit, en bafouillant légèrement. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. C'est juste arrivé. Sienna me comprend d'une manière différente, mais je veux m'assurer que l'on s'occupe de toi. Je suis sûr que oui, Landon, ai-je dit d'un ton apaisant. Vers 21h, il s'est levé pour aller aux toilettes. Il a laissé son ordinateur portable ouvert sur l'îlot de la cuisine. C'était le moment. J'ai attendu d'entendre le clic de la porte des toilettes. Puis j'ai bougé. J'ai glissé sur le sol de la cuisine en chaussettes, silencieuse comme un fantôme. J'ai réveillé l'écran. Il était toujours connecté à sa boîte mail. Et elle était là, une notification d'Apex Généalogie. Objet, résultat de test confidentiel disponible. Mon cœur martelait mes côtes comme un oiseau piégé. J'ai cliqué sur le lien. Il n'a pas demandé de mot de passe parce qu'il avait enregistré ses identifiants dans le navigateur. Il était si arrogant. Il était si sûr que j'étais trop stupide ou trop abattu pour regarder. Le portail s'est ouvert. Un fichier PDF m'attendait. Je l'ai ouvert. Je n'ai pas lu le jargon médical. J'ai sauté les graphiques et les marqueurs génétiques. Je suis allé directement au bas de la page. Probabilité de paternité, 99,99%. Père présumé, Landon J. Pierce. Mère biologique, Sienna Cole. C'était là. La preuve irréfutable. Le code nucléaire. Je n'avais pas le temps de me l'envoyer par courriel. Les horodatages pourraient montrer que j'étais sur son ordinateur. Au lieu de cela, j'ai sorti mon téléphone et j'ai pris des photos haute résolution de chaque page du rapport, en m'assurant que la date, les noms et le résultat étaient parfaitement clairs. Ensuite, je me suis rapidement connecté à ma propre adresse courriel secrète sur mon téléphone, j'ai joint les photos et j'ai appuyé sur Envoyer. J'ai fermé le PDF.
J'ai réduit la fenêtre pour qu'elle paraisse exactement comme il l'avait laissée. J'ai couru vers la cuisinière et j'ai remué la sauce juste au moment où la porte de la salle de bain s'ouvrait. Landon est revenu, l'air plus détendu. Il s'est approché de l'ordinateur portable, a rafraîchi la page et a fixé l'écran. J'ai observé son visage. J'ai vu ses yeux s'écarquiller. J'ai vu ses épaules s'affaisser. Il a laissé échapper un long soupir. C'était un soulagement. Il n'était pas soulagé de ne pas être le père, il était soulagé que le bébé soit le sien, que son héritage soit assuré. Il a levé les yeux vers moi. Il avait l'air presque triomphant. « Est-ce que tout va bien ?» ai-je demandé innocemment. « Oui » a-t-il dit, fermant fermement l'ordinateur portable. « Oui, juste des trucs de travail. » Il s'est couché tôt, probablement pour envoyer la bonne nouvelle à Sienna par message. J'ai attendu que la maison soit silencieuse. Puis je suis descendu, je me suis assise sur le carrelage froid de la cuisine et j'ai ouvert les photos sur mi téléphone. J'ai zoomé sur le chiffre, 99,99%. Carla m'avait dit que la clause du contrat de mariage était blindée. S'il concevait un enfant, si c'était prouvé par l'ADN, si j'avais la preuve, j'avais tout gagné. Je pensais que je me sentirais triste. Je pensais que voir la preuve concrète que mon mari avait créé une vie avec une autre femme briserait ce qui restait de mon cœur. Mais alors que j'étais assise là dans le noir, écoutant le ronronnement du réfrigérateur, un son étrange a bouillonné dans ma gorge. Cela a commencé par un souffle, puis un ricanement, et enfin cela a éclaté en un rire franc. J'ai ri jusqu'à ce que mes côtes me fassent mal. J'ai ri jusqu'à ce que des larmes coulent sur mon visage. Ce n'était pas un rire de joie. C'était le rire d'un prisonnier qui venait de trouver la clé dans la serrure. Vivian Pierce avait passé des années à essayer de s'assurer que personne ne puisse voler l'argent de sa famille. Elle avait rédigé un contrat si vicieux, si paranoïaque, qu'elle pensait qu'il la rendait invincible. Elle n'avait jamais imaginé que son propre fils serait celui qui tomberait dans le piège. 99,99%. J'ai essuyé mes yeux et je me suis levé. Demain, c'était la fête prénatale. J'avais une table de cadeaux à organiser. J'avais de la papeterie à imprimer. Et j'avais une enveloppe jaune pastel très spéciale à préparer. Vivian voulait un spectacle, j'allais lui donner la performance de sa vie. La salle de crise n'était pas un bunker ou un sous-sol. C'était un bureau baigné de soleil au 14e étage d'un immeuble de verre au centre-ville de Hartford, sentant légèrement l'encaustique au citron et l'espresso coûteux. Carla était assise en face de moi. Les photos imprimées du rapport d'ADN étaient étalées sur son bureau en acajou à côté du contrat de mariage original. Elle ressemblait à un général inspectant une carte de champ de bataille. « D'accord, dit-elle, tapotant son stylo contre le papier. Revoyons la séquence une fois de plus. Cela doit être précis. Tessa, si nous ratons notre coup, ils nous enterreront sous les litiges pendant la prochaine décennie. » J'ai hoché la tête, mes mains posées sur mes genoux. Elles étaient stables maintenant. Les tremblements s'étaient arrêtés au moment où j'avais vu ce 99,99% sur l'écran de Landon. Première étape, ai-je dit, récitant le plan que nous avions élaboré au cours des dernières 48 heures. Confirmation publique. Nous avons besoin que Landon et Sienna reconnaissent que le bébé est le leur, et nous avons besoin que la preuve ADN soit révélée dans un cadre où ils ne peuvent ni la nier ni la cacher. Carla a hoché la tête. C'est exact. Si vous envoyez simplement cela par courriel à Vivian, elle le déchiquettera. Elle prétendra que c'est un faux, elle prétendra que vous avez piraté son ordinateur et fabriqué les données. Elle vous manipulera jusqu'à ce que vous doutiez de votre propre santé mentale. Mais si 50 personnes le voient, s'il y a des preuves vidéo de leur réaction, elle ne pourra pas imposer le silence quand toute la salle criera. Deuxième étape, ai-je continué. Dès que la paternité est révélée et documentée, la clause d'infidélité se déclenche. Carla a pris le contrat de mariage. Section 8, paragraphe C. Infidélité prouvée résultant en un enfant. Au moment où cette enveloppe est ouverte et vérifiée, vous n'êtes plus l'épouse délaissée. Vous êtes la créancière principale du mariage Pierce. On vous doit 5 millions de dollars et 20% de ses options d'achat d'actions. Et troisième étape, ai-je terminé. Je demande le divorce avec un levier de négociation. Mieux encore, a ajouté Carla, les yeux brillants. Nous ne nous contentons pas de demander le divorce. Nous le faisons avec le rapport d'ADN joint en tant que pièce A. Nous déposons un affidavit de la fête prénatale.
Nous les écrasons avant même qu'ils ne puissent appeler leur équipe de relations publiques de crise. Elle s'est penchée en arrière, regardant le plafond. Il y a encore une chose, Tessa. Une variable de plus que nous devons contrôler. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. Elliot Pierce, dit-elle. Le père de Landon. J'ai hésité. Elliot était un fantôme dans mon mariage. Il était froid, distant et obsédé par les affaires. Il me parlait à peine pendant la fête de l'Action de grâce. Il déteste les événements mondains, ai-je dit. Il ne viendra pas à une fête prénatale. Il pense que c'est frivole. Carla s'est redressée. Vous devez le faire venir parce que Vivian est la gardienne, mais Elliot est la banque. Il contrôle la fiducie familiale. Il contrôle le plan de succession du PDG. Le pouvoir de Vivian vient de son influence sur lui. Si Elliot entend parler de ce scandale de seconde main, Vivian va le déformer. Elle lui dira que vous êtes folle, que le test était faux, que tout est un malentendu, elle protégera Landon. Elle a fait une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Mais si Elliot est dans la salle, s'il voit le rapport d'ADN de ses propres yeux, s'il voit son fils humilié et sa maîtresse crier. C'est un homme de réputation. Il ne pardonnera pas l'embarras. Il coupera l'herbe sous le pied de Landon pour sauver le cours de l'action. Et ce chaos est exactement ce dont nous avons besoin pour négocier votre indemnité de départ. J'ai compris. Nous n'étions pas seulement en train d'allumer une allumette. Nous invitions le chef des pompiers à regarder le bâtiment brûlé. J'ai pris mon téléphone. Je vais faire en sorte qu'il soit là. J'ai attendu 14 heures pour appeler Vivian. Je savais qu'elle serait à son rendez-vous hebdomadaire au spa, malléable et avide de validation. Vivian, ai-je dit, forçant de la chaleur dans ma voix. J'ai réfléchi au lieu pour samedi. Je sais que vous avez mentionné le jardin du domaine, mais pensez-vous que ce soit assez grandiose? Je l'ai entendu marquer une pause. Que voulez-vous dire? Eh bien, ai-je dit, faisant tourner un stylo entre mes doigts. C'est le premier petit enfant. Techniquement, le premier héritier. Si nous le faisons dans l'arrière-cour, les gens pourraient penser que nous cachons quelque chose ou que nous avons honte. J'ai laissé le silence s'étirer. Je savais que la plus grande peur de Vivian était de paraître mesquine ou embarrassée. Vous avez raison, dit-elle lentement. Il faut que ce soit une déclaration. Pourquoi pas l'Oakmont Country Club, ai-je suggéré. La salle de bal est libre samedi après-midi, j'ai vérifié. Si nous le tenons là-bas, cela signalera que la famille Pierce est fière. Cela signalera la légitimité. Je pouvais pratiquement l'entendre sourire à travers le téléphone. C'est une idée brillante, Tessa. C'est audacieux. Cela montre que nous ne sommes pas perturbés. Et Vivian, ai-je ajouté, lançant le dernier appât. Vous devriez vraiment insister pour qu'Elliot vienne. Oh, il ne voudra pas, soupira-t-elle. Vous savez comment il est avec les fêtes. Je sais, ai-je dit. Mais pensez à l'image que cela renvoie. Si Landon est là avec sa nouvelle partenaire et qu'Elliot n'est pas là, les gens vont jaser. Ils diront que le patriarche n'approuve pas. Ils diront qu'il y a une rupture dans la direction de l'entreprise. Mais si Elliot est là, debout à côté de son fils, cela présente un front uni. Cela protège l'action. Dans le mille. Je m'assurerai qu'il soit là, dit fermement Vivian. Même si je dois le traîner. J'ai raccroché le téléphone et j'ai regardé Carla. Il vient, ai-je dit. Maintenant vient la partie amusante, la construction du piège. J'ai passé le reste de l'après-midi à faire ce que je faisais de mieux. J'étais organisatrice d'événements. Je savais comment créer un moment. Je savais que le diable était dans les détails. Je suis allé chez Maple & Sage pour utiliser l'imprimante de haute qualité dans l'arrière-bureau. J'avais déjà parlé à Sarah, la propriétaire. Je lui avais tout dit. Je lui avais dit que j'aurais peut-être besoin de faire plus d'heures le mois prochain, ou que je quitterais peut-être la ville avec un chèque de 5 millions de dollars. Dans tous les cas, j'avais besoin d'un filet de sécurité. Sarah m'a serré dans ses bras et m'a remis les clés du bureau. Réduis-le en cendres, ma chérie, avait-elle chuchoté. J'ai ouvert le fichier contenant les photos du rapport d'ADN. J'ai utilisé Photoshop pour les nettoyer, augmentant le contraste pour que le texte soit net et incontestable. Je n'ai pas modifié les données, ce serait illégal, mais j'ai veillé à ce que la présentation soit mortelle. J'ai recadré les images pour qu'elles tiennent sur une page de format lettres standard.
J'ai utilisé une fonction de surligneur jaune pour marquer 3 lignes spécifiques, père présumé, Landon J. Pierce, mère biologique, Sienna Cole, probabilité de paternité, 99,99%. Je l'ai imprimé sur du papier épais mélange de lin. Cela faisait officiel. Cela ressemblait à un jugement. Puis je me suis occupé de l'emballage. J'avais un stock de fournitures de papeterie restant d'une fête de mariée que j'avais conçue le mois dernier. J'ai choisi une enveloppe jaune pâle, la couleur de l'innocence, la couleur du printemps. Ce n'était pas menaçant. C'était le genre d'enveloppe qu'on utiliserait pour une carte de remerciement ou un chèque cadeau. J'ai glissé le rapport plié à l'intérieur. Il rentrait parfaitement. J'ai pris un sac cadeau neutre, un sac blanc brillant tout simple avec des poignées en corde. C'était élégant mais anonyme. Je l'ai rempli de couches de papier de soie blanc immaculé, créant un nid. J'ai placé l'enveloppe tout au fond, enterrée sous le papier pour que celui qui l'ouvrirait doive creuser. Ils devraient travailler pour leur destruction. Enfin, j'ai fait l'étiquette. J'ai utilisé un morceau de papier cartonné crème et j'ai écrit dessus avec mon meilleur stylo de calligraphie. Ma main était stable. L'encre coulait noire et fluide, pour les fiers parents. Pas de nom, pas de signature, juste une simple dédicace qui ne serait lue comme du sarcasme qu'avec le recul. J'ai attaché l'étiquette à la poignée du sac. Il avait l'air innocent. On aurait dit un cadeau d'une tante éloignée ou d'un voisin bien intentionné. Il était posé sur le bureau, une bombe blanche et jaune attendant son détonateur. Il restait une dernière pièce du puzzle, le témoin. J'avais besoin de quelqu'un dans cette salle qui ne soit pas sur la liste de paix des Pierce. Quelqu'un qui ne détournerait pas la caméra quand les choses deviendraient laides. Quelqu'un qui continuerait d'enregistrer même si Vivian lui hurlait d'arrêter. J'ai trouvé Mia dans la cuisine en train de préparer de la pâte pour le coup de feu du matin. Mia avait 22 ans, elle était étudiante en cinéma et travaillait à temps partiel au café. Elle avait des piercings aux oreilles et une haine profonde et constante pour les riches qui ne laissaient pas de pourboire. Il se trouvait aussi qu'elle était invisible pour des gens comme les Pierce. Pour eux, elle n'était que de la main-d'œuvre. Mia, ai-je dit. J'ai besoin d'un service, et j'ai besoin que tu sois courageuse. Elle s'est essuyée les mains sur une serviette. De quoi as-tu besoin, patronne? J'ai besoin que tu viennes à une fête samedi, ai-je dit. J'ai besoin que tu t'habilles comme une assistante de service, pantalon noir, chemise blanche. J'ai besoin que tu te tiennes au fond de la salle, et quand ils commenceront à ouvrir les cadeaux, j'ai besoin que tu enregistres tout. Mia a haussé un sourcil. C'est pour un client? Non, ai-je dit. C'est pour moi. C'est la fête prénatale de la maîtresse de mon mari, et je vais leur lâcher une bombe nucléaire. Les yeux de Mia se sont agrandis. Un lent sourire s'est dessiné sur son visage. J'apporterai ma bonne caméra, dit-elle. Le samedi matin est arrivé avec un ciel gris d'acier. Je me suis habillé avec la précision d'un assassin. J'ai choisi une robe bleu marine modeste, à col montant, professionnelle. J'ai attaché mes cheveux en un chignon serré. Je portais des boucles d'oreilles en perles. Je ressemblais à l'épouse soumise et dévouée parfaite. Je ressemblais à une femme qui connaissait sa place. J'ai conduit jusqu'au country club avec le sac cadeau blanc sur le siège passager. Je n'ai pas écouté de musique. J'ai conduit en silence, répétant les 3 prochaines heures dans ma tête. J'entrerai. Je sourirai. J'embrasserai Vivian. Je serrerai la main d'Elliot. Je proposerai d'organiser la table des cadeaux. Je glisserai le sac dans la pile. Et puis j'attendrai. Vivian pensait construire une dynastie aujourd'hui. Elle pensait cimenter l'avenir de la lignée Pierce. Elle rassemblait ses amis fortunés, ses rivales sociales et son puissant mari pour assister au couronnement de sa nouvelle belle-fille. Elle voulait qu'ils envient la virilité des Pierce, la continuité des Pierce. Elle n'avait aucune idée qu'elle avait construit la scène de sa propre exécution. Je suis entré dans le parking de l'Oakmont Country Club. Le voiturier a ouvert ma porte. « Bonjour, Madame Pierce, dit-il. » Je lui ai souri. C'était un sourire sincère, pour la première fois depuis des mois. « Bonjour, ai-je dit. C'est une belle journée pour une fête, n'est-ce pas? » J'ai saisi le sac blanc. Il me semblait léger dans la main. Que le fantasme commence, ai-je pensé en gravissant les marches de marbre. Parce que dans environ 2 heures, la réalité va les frapper comme un train de marchandises. Je suis arrivé à l'Oakmont Country Club à 10 heures du matin, 2 heures pleines avant l'arrivée prévue des invités.
La salle de bal était une caverne de silence, sentant l'encaustique au citron et la faible odeur métallique des réchauds éteints. Je me déplaçais dans l'espace, le porte-bloc serré contre ma poitrine, utilisant le bord en plastique dur pour stabiliser le léger tremblement de mes mains. Pour le personnel de restauration, je ressemblais à une femme obsédée par la perfection. En réalité, j'étais une femme installant le décor d'une exécution. La pièce était décorée à outrance. Vivian n'avait pas regardé à la dépense, utilisant la carte de crédit de Landon pour transformer l'espace en un sanctuaire à la lignée Pierce. Il y avait une arche de ballon dans des tons crème et or qui coûtait plus cher que ma première voiture. La table des desserts était une merveille architecturale, avec un gâteau à 3 étages surmonté d'un hochet en fondant et des biscuits glacés avec les initiales BP ou pour Baby Pierce. J'ai ordonné au fleuriste de déplacer les centres de table de 3 pouces vers la gauche. J'ai demandé au personnel de service d'incliner les flûtes à champagne juste comme il faut. J'étais maniaque, précise et d'une efficacité terrifiante. J'avais besoin d'être occupé. Si je m'arrêtais de bouger, je risquais de vomir ou pire, de faire demi-tour et de m'enfuir. À 11h30, les portes se sont ouvertes et les stars du spectacle sont arrivées. Sienna Cole est entrée la première. Elle portait une robe blanche moulante qui ne laissait absolument rien à l'imagination. C'était le genre de robe qu'une mariée porterait à un dîner de répétition, assez serrée pour montrer la courbe haute et ronde de sa grossesse. Elle était rayonnante. Elle ressemblait à une déesse de la fertilité sculptée dans un savon coûteux. Ses cheveux étaient coiffés en vagues souples, et sa peau scintillait de surligneurs. Vivian était juste derrière elle, bouillonnante d'une énergie nerveuse. En voyant la salle, elle a frappé dans ses mains. « Oh, Tessa !» s'exclama-t-elle, bien que ses yeux m'aient dépassé pour se fixer sur la table des desserts. « Tu as vraiment fait un travail convenable. C'est très approprié. » Sienna s'est dandinée vers moi, posant une main manucurée sur son ventre. Elle m'a lancé un sourire dégoulinant de pitié. C'était le sourire d'une femme qui pense avoir gagné à la loterie et qui regarde la personne qui vient de perdre son dernier dollar. « Tu n'étais pas obligé de venir, Tessa » a-t-elle roucoulé, sa voix douce et essoufflée. J'ai dit à Landon que ce serait peut-être trop dur pour toi, mais c'est tellement gentil que tu aies voulu être ici. Je l'ai regardé. J'ai regardé la femme portant l'enfant de mon mari, debout au milieu d'une fête que j'avais organisée, portant une robe que mon mari avait probablement payée. Je voulais m'assurer que tout soit parfait pour le bébé, ai-je dit, ma voix remarquablement stable. Après tout, la famille est tout pour les Pierce. Vivian a alors surgi, passant son bras sous celui de Sienna. Exactement, pépiait-elle. Et regarde-toi, Sienna. Tu es radieuse. Viens, tiens-toi près de la cheminée. La lumière est meilleure. Elle a fait défiler Sienna dans la salle alors que les premiers invités commençaient à arriver. Vivian l'a présentée non pas comme la petite amie de Landon ou la femme que Landon fréquente, mais avec une phrase qui m'a retourné l'estomac. C'est Sienna, disait Vivian, rayonnante. La courageuse jeune femme qui donne un avenir à notre famille. Elle l'a dit assez fort pour que je l'entende. Elle l'a dit assez fort pour que tout le monde l'entende. C'était un effacement délibéré de mon existence. En une phrase, elle me réduisait à une branche morte sur l'arbre généalogique et élevait Sienna au rang de système racinaire. Elle n'a pas une seule fois reconnu comment cet avenir avait été conçu. Elle a passé sous silence l'adultère, les mensonges, les vœux brisés. Dans le monde de Vivian, la fin justifiait toujours les moyens tant que la fin était un héritier mâle avec le menton des Pierce. Olivia, la sœur de Landon, planait à proximité comme un colibri avec un iPhone. Elle filmait du contenu pour ses réseaux sociaux, capturant des plans au ralenti des cocktails sans alcool et des cupcakes. Elle a attiré Sienna et Vivian dans le cadre. D'accord, souriez, pépia Olivia. Grand sourire. Légende, nouveau départ. Et j'ai pensé, nouveau départ, en effet. Je les ai regardés poser pour la caméra, construisant un récit de joie et de légitimité. Elle construisait un château sur une fondation de sable, et elle documentait chaque brique. Landon est arrivé avec 20 minutes de retard. Il est entré, son téléphone pressé contre l'oreille, l'air important et harcelé. Il portait un costume anthracite, la veste déboutonnée. Il a balayé la salle du regard, ses yeux glissant sur moi sans un signe de reconnaissance, et se sont posés sur Sienna. Il a raccroché son téléphone et s'est approché d'elle. Il l'a embrassée sur le front, un geste tendre et possessif que je me souvenais avoir ressenti 1000 fois. « Salut, bébé » a-t-il dit, assez bas pour l'intimité mais assez fort pour l'assistance.
Tu es incroyable. Il s'est tourné et m'a enfin reconnu. Son expression a changé instantanément. La chaleur s'est évaporée, remplacée par le regard froid et détaché qu'il réservait aux analystes débutants qu'il prévoyait de licencier. Merci d'avoir aidé pour l'installation, Tessa, dit-il. C'est bien. Merci d'avoir aidé. Comme si j'étais la main-d'œuvre embauchée. Comme si j'étais un prestataire qu'il gratifierait d'un pourboire à la fin de la soirée si je restais à l'écart. Je lui ai souri. C'était le sourire le plus acéré que j'ai jamais arboré. Heureuse de le faire, Landon, ai-je dit. Je pense qu'aujourd'hui va être très mémorable. Il n'a pas saisi le double sens. Il était trop occupé à regarder la porte au moment où son père entrait. Elliot Pierce avait l'air agacé. C'était un homme qui détestait les obligations sociales, surtout celles qui impliquaient des mini-sandwichs et des ballons. Il portait un costume sombre et un air renfrogné, mais Vivian l'a intercepté immédiatement. « Elliot » cria-t-elle, lui saisissant le bras. « Regarde. Regarde là. » Elle désigna Sienna. « Tu vas rencontrer ton premier petit enfant aujourd'hui, chuchota-t-elle, sa voix tremblant d'une émotion fabriquée. J'ai vu le visage d'Elliot s'adoucir. Son air renfrogné s'est estompé. Il a regardé le ventre de Sienna, et pour la première fois, j'ai vu un éclair d'intérêt véritable. Le vieil homme était obsédé par l'héritage. Il voulait un successeur, il voulait l'immortalité. Vivian l'avait manipulé parfaitement. Elle lui avait fait miroiter la seule chose qu'il ne pouvait pas acheter, et il était ferré. Il s'est approché de Sienna et lui a serré la main, marmonnant quelque chose sur son impatience de voir l'arrivée de l'enfant. Sienna a rayonné, jouant le rôle de la future mère discrète et respectueuse. Le piège était tendu. Tous les acteurs étaient en scène. Je me suis dirigé vers la table des cadeaux. C'était mon domaine. Je l'avais organisé avec une précision militaire. Les petites boîtes étaient à l'avant. Les grands sacs voyants des mondains étaient au milieu. Et à l'arrière, niché derrière une pyramide de gâteaux de couche, se trouvait le sac blanc neutre avec l'enveloppe jaune pâle. J'ai vérifié le placement une dernière fois. Il devait être le dernier. Ce devait être le final. Si elle l'ouvrait trop tôt, la tension ne serait pas assez forte. J'avais besoin que la salle soit ivre de fantasmes avant de les dégriser avec la vérité. J'ai croisé le regard de Mia, mon amie du café, qui se tenait près de l'entrée de service, vêtue d'un pantalon noir et d'une chemise blanche boutonnée. Elle m'a adressé un signe de tête presque imperceptible. Elle avait son appareil photo prêt. La salle s'est remplie. Il y avait environ 50 invités, des épouses fortunées, des partenaires d'affaires, des amis de Vivian qui traitaient les potins comme de la monnaie. Ils s'extasiaient devant le ventre de Sienna. Ils touchaient son ventre sans demander. « Oh, regardez comment elle le porte !» s'est exclamée une femme. C'est définitivement un garçon. Un petit bébé Pierce. Bébé Pierce. Le nom faisait écho dans la salle. C'était un chant. C'était une revendication. Vivian s'en imprégnait comme de l'oxygène. Elle était dans son élément, tenant salon, acceptant les félicitations comme si c'était elle qui était enceinte. Elle posait pour d'interminables photos, sa main posée possessivement sur l'épaule de Sienna. Elle m'a regardé une fois à travers la salle et m'a adressé un petit signe de tête suffisant. Elle pensait avoir gagné. Elle pensait avoir réussi à intégrer la maîtresse et à marginaliser l'épouse. À 14 heures, le responsable de la restauration a signalé que le déjeuner était débarrassé. C'était le moment. Vivian a frappé dans ses mains pour attirer l'attention, le silence s'est fait dans la salle. Très bien, tout le monde, annonça-t-elle, sa voix résonnant. Nous avons une dernière tradition avant de couper le gâteau. Nous allons ouvrir les cadeaux. Elle désigna le fauteuil en velours qui avait été placé au centre de la salle comme un trône. Sienna s'y est dandinée et s'est assise, feignant la timidité et l'émotion. Vivian a sorti son téléphone. « Je veux enregistrer ceci » déclara-t-elle haut et fort, pour que le bébé puisse le regarder un jour. Nous voulons qu'il sache à quel point il était aimé avant même d'arriver. Elle a tendu son téléphone à Olivia. « Assure-toi d'avoir un bon angle, Liv, ordonna-t-elle. Ne coupe pas les bannières. » Landon, ne voulant pas être exclu de la performance, sortit son propre téléphone. « Je vais faire une vidéo de sauvegarde, dit-il en souriant à Sienna. Pour les souvenirs. Pour les souvenirs. Je me tenais près de la table des cadeaux, mon cœur battant à un rythme frénétique contre mes côtes.
J'ai senti une sueur froide perler sur ma nuque. C'était maintenant. Ils installaient volontairement les caméras. Ils cadraient la prise de vue. J'ai ramassé le premier cadeau, une boîte argentée de la part de Madame Holloway, et je l'ai tendue à Sienna. Tiens, ai-je dit d'une voix claire et serviable. Commençons par celui-là. Sienna l'a pris, m'adressant à nouveau ce sourire compatissant. Merci, Tessa. Elle a commencé à déchirer le papier. Je me suis reculé, croisant les mains devant moi. J'ai regardé le sac blanc posé à l'arrière de la pile. Il avait l'air si innocent, juste du papier et du papier de soie, mais je savais ce qu'il contenait. J'ai regardé Elliot, qui observait avec un rare sourire. J'ai regardé Landon, qui tenait son téléphone sans trembler. J'ai regardé Vivien, qui indiquait à Olivia où se tenir. Ils étaient si confiants. Ils étaient si arrogants. Ils pensaient contrôler le récit. Ils pensaient que l'argent et l'audace pouvaient réécrire la réalité. J'ai pris une profonde inspiration, inhalant le parfum des lys coûteux et du désastre imminent. Attendez un peu, ai-je pensé. Attendez d'arriver à l'enveloppe jaune. Le spectacle de l'ouverture des cadeaux était une leçon magistrale d'excès. Cela ressemblait moins à une fête prénatale qu'au couronnement d'un prince qui n'avait pas encore pris son premier souffle. Sienna était assise sur son trône de velours, déchirant le papier argenté et les rubans de soie, révélant trésor après trésor qui cimentait son statut de nouvelle matriarche de la dynastie Pierce. Il y avait des grenouillères en cachemire importées de Paris, douces comme des nuages et blanches comme la neige. Il y avait des hochets en argent de chez Tiffany qui coûtaient plus cher que mes anciennes mensualités de voiture. Il y avait une poussette qui semblait sortir d'un film de science-fiction, équipée de systèmes de suspension meilleurs que ceux de la plupart des véhicules sur la route. À chaque cadeau, le fantasme s'épaississait dans l'air, étouffant la réalité de la façon dont nous étions tous arrivés ici. Et à chaque cadeau, Vivien fournissait le commentaire. Elle se tenait à l'épaule de Sienna, rayonnante face aux invités, s'assurant que tout le monde comprenait le sous-entendu. « Regardez ce savoir-faire » disait-elle en brandissant une paire de minuscules chaussures en cuir italien. « Seulement le meilleur pour un Pierce. Cet enfant ne manquera jamais de rien. » Elle marquait alors une pause, tournant la tête juste assez pour croiser mon regard. Son regard était une arme. Il brillait d'un triomphe suffisant. Elle me disait, sans prononcer un seul mot, que j'étais obsolète. Elle me disait que j'avais échoué à fournir la seule chose qui importait à un héritier et qu'elle avait réussi à trouver une remplaçante capable de le faire. Puis vint le blazer. C'était l'avant-dernier cadeau. Sienna l'a sorti d'une boîte emballée dans du papier bleu marine. C'était un minuscule blazer sur mesure pour un bambin. Elle l'a retourné pour le montrer à la salle. Dans le dos, brodé de fil d'or, se trouvait le nom Pierce. La salle a éclaté en gazouillis et en applaudissements. « Oh, il va ressembler tout craché à son papa » a crié quelqu'un. Landon rayonnait, bombant le torse. Il tenait son téléphone, zoomant sur la broderie. Il avait l'air si fier. Il ressemblait à un homme qui pensait avoir commis le crime parfait sans se faire prendre. Mon estomac s'est noué, mais je me suis forcé à respirer. J'ai regardé la pile. Elle avait disparu. Il ne restait qu'un seul sac. Je me suis approché de la table et j'ai ramassé le sac cadeau blanc avec les poignets en corde. Il semblait léger dans ma main, mais je savais qu'il portait le poids d'un empire s'effondrant. Je me suis approché de Sienna. La salle s'est calmée, sentant que c'était le final. Voici le dernier, ai-je dit, d'une voix agréable et serviable. Sienna a tendu la main et a pris le sac. Elle a légèrement froncé les sourcils en le retournant entre ses mains. Il n'y avait pas de carte jointe sur le devant, pas de papier cadeau coûteux, pas de nom de marque estampillé sur le côté. C'était juste un sac neutre et ordinaire. « De qui ça vient ?» a-t-elle demandé en me regardant. J'ai désigné la petite étiquette attachée à la poignée. « Il y a un mot juste là, ai-je dit. » Sienna a soulevé l'étiquette. Elle l'a lu à haute voix. « Pour les fiers parents. » Elle a souri. Elle pensait que c'était mignon. Elle pensait que c'était un geste d'anonymat de la part de quelqu'un qui voulait rester humble. Elle a plongé la main dans le sac, écartant les couches de papier de soie blanc craquant. Sa main cherchait une boîte ou un jouet. À la place, elle a senti la surface fraîche et lisse de l'enveloppe. Elle l'a sortie. Elle était jaune pâle, la couleur de Pâques, la couleur des nouveaux départs. Elle a glissé un ongle manucuré sous le rabat et l'a ouvert. J'ai fait un pas en arrière, me positionnant de manière à voir son visage,
mais aussi à être hors de la zone de déflagration. J'ai vu Mia au fond de la salle, sa caméra tenue haute et stable. Le voyant rouge d'enregistrement était un petit œil fixe. Sienna a sorti le papier plié. Elle l'a déplié. J'ai observé ses yeux. Ils étaient d'abord confus. Elle s'attendait à un chèque. Elle s'attendait à une lettre sentimentale sur la maternité. À la place, elle a vu un logo qu'elle ne reconnaissait pas, Apex Généalogie. Ses yeux sont descendus vers le texte. Elle a lu la première ligne, père présumé, Landon J. Pierce. Elle a lu la deuxième ligne, mère biologique, Sienna Cole. Et puis elle a vu le chiffre. J'ai vu le moment exact où la compréhension l'a frappée. Le visage s'est vidé de ses couleurs si vite qu'on aurait dit que le sang avait été aspiré de son corps. Sa peau a pris une teinte blanc-grisâtre maladive. Puis, dans une poussée d'adrénaline et de panique, une rougeur violente a envahi son cou. Ses mains se sont mises à trembler. Le papier a bruissé bruyamment dans le silence de la salle. Elle a regardé Landon. Elle a regardé le papier. Elle a regardé son ventre. Non, a-t-elle chuchoté. Ce n'est pas. Puis elle a hurlé. Ce n'était pas un cri de surprise. C'était un son étranglé et aigu de pure terreur. C'était le cri d'une femme qui réalisait que le sol venait de se dérober sous ses pieds. Elle a agrippé son ventre d'une main et a froissé le papier de l'autre, se pliant en deux comme si elle avait reçu un coup de poing dans les tripes. La salle est devenue d'un silence de mort. Les gazouillis ont cessé. Les décomptes ont disparu. Vivien a lâché sa coupe de champagne. Elle s'est brisée sur le sol en marbre, le bruit claquant comme un coup de feu dans la pièce calme. Elle s'est précipitée en avant, le visage déformé par la panique. Sienna, a-t-elle crié, tendant les mains vers elle. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le bébé? Quelque chose ne va pas? Sienna ne pouvait pas parler. Elle a simplement fourré le papier froissé dans les mains de Vivien, sa respiration n'étant plus que de courts sanglots haletants. Vivien a saisi le papier. Elle l'a lissé de ses mains tremblantes. Elle a ajusté ses lunettes. Elle a lu l'en-tête. Elle a lu les noms. Elle a lu le résultat, probabilité de 99,99%. Vivien s'est figé. Elle est restée là, immobile, retenant son souffle, fixant le document comme s'il s'agissait d'un arrêt de mort. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Elle a regardé le papier, puis moi, et ses yeux étaient écarquillés par une prise de conscience naissante et terrifiante. Elle réalisait qu'elle ne regardait pas un cadeau, elle regardait la preuve qu'elle avait essayé d'étouffer. Landon, sentant le changement d'atmosphère, s'est avancé. Qu'est-ce qui se passe, a-t-il exigé, sa voix montant de panique. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a essayé d'arracher le papier de la main de sa mère. Donne-moi ça. Mais il n'a pas été assez rapide. Elliot Pierce a bougé. Pour un homme d'un certain âge, il était incroyablement rapide. Il s'est interposé entre Landon et Vivien, le visage sombre de suspicion. Il a arraché le papier des doigts inertes de Vivien avant que Landon ne puisse le toucher. Il l'a levé. Il n'avait pas besoin de lunettes pour lire le texte surligné. Père présumé, Landon J. Pierce. Probabilité de paternité, 99,99%. Le visage d'Elliot a pris la couleur de la pierre. Il a regardé la date. Il a regardé le logo du laboratoire. Il a regardé son fils. Est-ce que c'est vrai? A demandé Elliot. Sa voix était basse, mais elle a porté dans chaque recoin de la pièce. Le visage de Landon s'est effondré. Il a commencé à bafouiller, agitant les mains en l'air. Papa, attends. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est un faux. Tessa a dû le fabriquer. Elle est folle. Tu sais qu'elle est jalouse. Elliot n'a pas regardé Tessa. Il a regardé le rapport de laboratoire. Il a regardé le sceau d'authenticité. Il y a un code de vérification numérique, Landon, a dit Elliot d'une voix glaciale. C'est un document juridique certifié. Tu m'avais dit que c'était une rumeur. Tu m'avais dit que tu gérais une harceleuse. Sienna sanglotait maintenant de grands bruits de poitrine qui résonnaient sous les hauts plafonds. Tu l'avais promis, a-t-elle hurlé à Landon. Tu m'avais promis que nous étions en sécurité. Tu as dit que tu t'en occuperais. Les invités ont commencé à murmurer. Le son a commencé comme un bourdonnement sourd et s'est rapidement transformé en un grondement de chuchotement. Des téléphones ont été levés.
Les gens enregistraient. Ils n'enregistraient plus le couple heureux, ils enregistraient le naufrage. Mia Azumé. Je savais qu'elle saisissait chaque seconde. Elle a capté l'horreur de Vivien alors qu'elle réalisait que sa position sociale se désintégrait. Elle a capté la crise de nerfs de Sienna alors qu'elle réalisait que son ticket d'or venait de devenir un fardeau. Et elle a capté la panique de Landon alors qu'il réalisait que son père ne le regardait plus comme un fils, mais comme un risque. Je me suis levé de ma chaise. J'ai lissé ma robe. J'ai ramassé le dossier de couleur manille que j'avais placé sous mon siège. Je me suis avancé vers le devant de la salle, traversant les ondes de choc comme un fantôme. Détendez-vous, tout le monde, ai-je dit. Ma voix était calme. C'était la seule chose stable dans la pièce. Le silence qui a suivi fut absolu. Tous les regards se sont tournés vers moi. Il n'y a pas lieu de paniquer, ai-je continué, regardant la mère de visage stupéfait. C'est juste la confirmation que vous attendiez tous. Vous vouliez un héritier Pierce, n'est-ce pas? J'ai désigné le papier froissé dans la main d'Elliot. Eh bien, le voilà. C'est la preuve que la liaison de mon mari a produit un véritable bébé, légalement prouvable. Je me suis approché de la table où se tenait Landon. Il me regardait avec une haine pure, mais derrière la haine, il y avait de la peur. Il semblait minuscule. Tessa, tais-toi, a-t-il sifflé. On en reparlera à la maison. Nous ne rentrons pas à la maison, Landon, ai-je dit agréablement. J'ai ouvert mon dossier. J'ai sorti une copie du contrat de mariage. Je l'ai brandi pour qu'Elliot puisse la voir. Je pense que votre père se souvient de ce document. Vivien y a insisté. Plus précisément, la section 8, paragraphe C, la clause d'infidélité. Vivien a laissé échapper un petit bruit étranglé. Elle a porté une main à sa gorge. Je me suis tourné vers les invités, m'adressant à eux comme si je portais un toast. Voyez-vous, Vivien s'inquiétait beaucoup des croqueuses de diamants. Elle a donc rédigé une clause stipulant que si un enfant naissait d'une liaison et que la paternité était prouvée par l'ADN, l'épouse, c'est-à-dire moi, recevrait un règlement immédiat en espèces et 20% des options d'achat d'actions du mari. J'ai regardé Landon. Au moment où Sienna a ouvert cette enveloppe, tu n'es pas seulement devenu père, Landon. Tu es devenu mon plus gros investisseur. J'ai déposé le dossier sur la table des cadeaux, juste à côté du hochet en argent de chez Tiffany. Sienna a hurlé à nouveau, un son de pure rage cette fois, réalisant qu'elle s'était fait jouer. Landon semblait sur le point d'être malade. Elliot a regardé le contrat, puis son fils avec une expression de dégoût absolu. J'ai souri à la caméra une dernière fois. Bon gâteau à tous, ai-je dit. On m'a dit qu'il était au citron. Je me tenais devant la salle, observant le chaos se propager dans la foule comme une onde de choc. Le silence qui avait suivi mon annonce initiale s'était rompu, remplacé par un murmure bas et frénétique. Vivien s'agrippait au bord de la table des desserts comme si c'était un canot de sauvetage. Landon semblait essayer de résoudre une équation de calcul dans une langue qu'il ne parlait pas. Sienna pleurait toujours un son brut et les qui jurait horriblement avec la musique classique élégante qui jouait encore doucement dans les haut-parleurs. J'ai brandi le dossier à nouveau. Je n'ai pas crié. Je n'en avais pas besoin. Quand on détient l'acte de destruction de quelqu'un, on peut murmurer. Pour ceux d'entre vous qui sont confus, ai-je dit, ma voix portant clairement jusqu'au fond de la salle où Mia zoomait sur le visage de Landon, permettez-moi de clarifier la situation juridique de la famille Pierce à cet instant précis. Je me suis approché d'Elliot Pierce. Il était le seul à rester parfaitement immobile. Il me regardait non pas avec colère, mais avec un calcul froid et évaluatif. C'était un homme d'affaires, et il reconnaissait une offre publique d'achat hostile quand il en voyait une. J'ai sorti un document du dossier. C'était une photocopie du contrat de mariage avec la section 8, paragraphe C, surligné en jaune néon. Vivien a insisté sur cette clause il y a 5 ans, ai-je dit à Elliot, en lui tendant le papier. Elle était terrifiée à l'idée que moi, la serveuse du café, essaie de mettre le bébé d'un étranger sur le dos de son fils. Elle voulait s'assurer que la lignée Pierce reste pure. Alors, elle a inscrit une pénalité dans le contrat. Je me suis tourné vers Vivien, dont le visage était un masque de cendre grise. Si Landon engendre un enfant en dehors de notre mariage, et que cette paternité est prouvée par des tests ADN, le contrat stipule que l'infidélité n'est plus une affaire civile. Cela devient une violation du devoir fiduciaire financier. J'ai marqué une pause, laissant les mots flotter dans l'air. Cela signifie, ai-je continué, en regardant Landon droit dans les yeux, qu'il y a 5 minutes,
lorsque Sienna a ouvert cette enveloppe et a confirmé la paternité devant 50 témoins, je suis devenu éligible à un règlement forfaitaire immédiat de 5 millions de dollars. Un hoquet de surprise a parcouru la pièce. 5 millions de dollars. C'était un chiffre que même ces riches mondains respectaient. Mais ce n'est pas tout, ai-je ajouté, savourant la façon dont Landon tressaillait. La clause m'accorde également 20% des options d'achat d'actions acquises de Landon dans Pierce Meridian Holdings. J'ai tendu un deuxième document à Elliot. C'était une impression de l'email horodaté provenant de l'ordinateur de Landon, celui montrant qu'il avait accédé aux résultats ADN il y a plusieurs jours. Et comme vous pouvez le voir ici, Elliot, votre fils savait. Il a reçu les résultats jeudi. Il savait que ce bébé était le sien, et il a quand même laissé Vivien organiser cette fête. Il vous a laissé entrer dans cette pièce. Il a essayé de nous mener en bateau, Sienna et moi, espérant pouvoir acheter son silence avec un appartement de location et acheter mon ignorance avec un sourire. Elliot a pris le papier. Il a fixé l'horodatage. Il a fixé les identifiants de connexion. Il a regardé Landon. Son regard était terrifiant. Il était dénué d'amour. C'était le regard qu'un PDG lance à un passif financier. Tu savais, a demandé Elliot. Sa voix était un grondement sourd, comme le tonnerre avant la tempête. Tu connaissais les résultats, et tu as laissé ta mère organiser cette parade? Tu m'as laissé venir ici et serrer des mains alors que tu étais assis sur un scandale qui pourrait faire chuter le cours de nos actions? Papa, s'il te plaît, a bafouillé Landon, la sueur perlant sur ses tempes. Je gérais la situation. J'allais te le dire. J'avais juste besoin de temps pour structurer le « tu ne gérais rien du tout », a hurlé Elliot. Il a jeté les papiers sur le sol. Tu jouais à la maison avec une maîtresse pendant que ta femme te surpassait tactiquement dans ta propre demeure. Elliot a ajusté sa veste. Il s'est adressé à la salle, sa voix tonnante. Je présente mes excuses à nos invités pour ce spectacle. Il semble que mon fils ait oublié les valeurs sur lesquelles repose cette famille. Il s'est tourné vers Landon. Avec effet immédiat, tu es démis de tes fonctions de vice-président exécutif de Pierce Meridian, en attendant un examen complet de ton jugement et de tes finances. Tu es suspendu, et n'espère pas que le fonds fiduciaire te sorte de ce règlement. Si tu dois 5 millions de dollars à ta femme, tu trouveras un moyen de payer, ou tu vendras tes actifs. Je ne finance pas ta stupidité. Sienna a arrêté de pleurer. Elle a levé les yeux, son mascara coulant sur son visage entraîné noir. Elle a regardé Landon, qui était maintenant affalé contre le mur, dépouillé de son titre et de son filet de sécurité. Attends, a-t-elle croassé. Qu'est-ce que ça veut dire? Suspendu? Ça veut dire, ai-je dit, intervenant pour lui répondre, que l'homme que tu pensais être ton ticket d'or est actuellement au chômage. Et l'argent qu'il t'a promis la vie de palace, les séances de shopping interminables. J'ai désigné la salle d'un geste. Cet argent me revient, Sienna. Pour payer la rupture de contrat. Sienna s'est levée. Elle a regardé Landon avec un venin pur. L'illusion de l'amour s'est évaporée instantanément, remplacée par la froide et dure réalité économique. Tu m'as dit que tu dirigeais l'entreprise, lui a-t-elle hurlé dessus. Tu m'as dit que tu étais intouchable. Tu m'as promis une vie de rêve. Je t'ai promis, a rétorqué Landon, perdant lui-même patience. C'est toi qui es tombé enceinte exprès. Tu m'as piégé. Les invités ont de nouveau octé de stupeur. C'était un feuilleton télévisé qui prenait vie. Vivien, réalisant que son monde entier s'effondrait, s'est jetée sur moi. Elle ne m'a pas frappé, mais elle s'est approchée assez près pour que je puisse sentir sa peur. C'est toi qui as fait ça, a-t-elle sifflé, les yeux sauvages. Tu as tout planifié. Tu as invité Elliot. Tu as préparé la table des cadeaux. Tu es diabolique, Tessa. Tu es en train de détruire cette famille. Je l'ai regardé. Je ne ressentais absolument rien. Pas de colère, pas de tristesse. Juste la sensation fraîche et propre d'un travail terminé. J'ai désigné Sienna, qui criait sur Landon. J'ai désigné le rapport ADN froissé sur le sol. J'ai désigné Elliot, qui était déjà sur son téléphone en train d'appeler ses avocats. Je n'ai rien détruit du tout, Vivien, ai-je dit calmement. La pourriture était déjà là. J'ai juste allumé la lumière. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti une dernière enveloppe. Celle-ci était blanche. Je la lui ai tendue.
J'ai demandé le divorce à 9 heures ce matin, ai-je dit. Ce rapport est joint au dossier. Mon avocat attend votre appel. Je me suis détourné d'elle. Je suis retourné vers la table où j'avais laissé mon porte-bloc. Par habitude, j'ai vérifié la liste. Table des cadeaux, fait. Révélation, fait. Sortie, en attente. J'ai pris mon stylo et j'ai coché la dernière case. Certains invités s'esquivaient déjà vers la porte, désespérés d'échapper à la zone d'impact. D'autres, ceux qui avaient moins de pudeur, filmaient ouvertement. Madame Holloway tenait son téléphone levé, filmant Vivien alors qu'elle essayait d'arracher les appareils des mains des gens. « S'il vous plaît », criait Vivien, la voix aiguë et désespérée. « Respectez la vie privée de la famille. Rangez ça. C'est un événement privé. » Mais il était trop tard. Internet est éternel, et mis à diffuser en direct depuis 10 minutes. Je me suis dirigé vers la sortie. Je suis passé devant Sienna, qui pleurait maintenant dans ses mains, réalisant qu'elle s'était liée juridiquement et biologiquement à un navire en train de couler alors que la femme qu'elle avait trahie partait avec les canots de sauvetage. Je suis passé devant Landon. Il ne m'a pas regardé, il fixait le sol, vaincu. Je suis passé devant le personnel de restauration. Le gérant, un homme charmant nommé David, semblait sidéré. « Merci pour votre travail aujourd'hui, David, ai-je dit poliment. L'arche de ballon était magnifique. » Il a simplement hoché la tête, la bouche légèrement entr'ouverte. Je suis sorti par les doubles portes, j'ai descendu les marches en marbre et je suis entré dans l'air frais de l'après-midi. Le soleil brillait toujours, les oiseaux chantaient toujours. Le monde ne s'était pas arrêté, il s'était simplement rééquilibré. Je suis allé jusqu'à ma voiture, une berline raisonnable que je revendrai la semaine prochaine. Je me suis assise sur le siège conducteur et j'ai fermé la portière. Le silence était lourd et doux. J'ai pris une profonde inspiration, remplissant mes poumons d'un air qui me semblait plus pur qu'il ne l'avait été en 5 ans. J'ai sorti mon téléphone. J'avais un SMS à envoyer. Une fois fait, j'ai écrit à Carla, tout le monde sait. Elliot lui a coupé les vivres. Vivien perd la tête. La réponse est arrivée 3 bulles plus tard, félicitations, Tessa. Maintenant, nous terminons juste la paperasse. Va t'acheter du champagne. J'ai posé le téléphone. Je me suis regardé dans le rétroviseur. Je ne voyais plus la fille fatiguée et abattue du café. Je voyais une femme qui était entrée dans une fosse au lion avec une robe en viande et qui en ressortait avec un manteau de fourrure. J'ai démarré le moteur. Je n'ai pas regardé le country club en arrière. Je n'ai pas regardé la famille Pierce. J'ai passé la vitesse et je suis parti, laissant les ruines de leur réputation dans mon rétroviseur. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire.